Des millions de personnes dans le monde entier sortent dans les rues et sur les toits pour observer cet étonnant phénomène cosmique. Une autre planète, juste à côté de la Lune, grosse et rouge. Au début, tout le monde est excité. Mars qui sort de nulle part a un effet étrange sur l'humanité. Tout comme la Lune peut affecter l'état psychologique et physique de certaines personnes, la visite inattendue de Mars amène les gens à se comporter de façon assez étrange. Chaque nuit, le ciel est éclairé par la lumière blanche de la Lune et la lueur rouge de Mars. Beaucoup de gens ressentent une sorte d'insomnie instantanée. Certains arrêtent même de boire du café car ils ne se sentent plus fatigués. Mars fait ressortir l'énergie, voire même un peu de sauvagerie chez les gens. Elle les fait rire davantage et rend même quelques pauvres gens fous. Ils commencent à sortir de chez eux plus souvent et à profiter de ce ciel nocturne inhabituel. Quelques jours plus tard, tout le monde peut voir ce qui se passe. Mars grossit. Les scientifiques annoncent que la planète rouge se dirige lentement vers la Terre. La collision est inévitable. Les terriens n'ont plus que quelques années à vivre. Il y a quelques mois, un énorme astéroïde s'est écrasé sur la planète rouge avec une telle force que Mars a tout simplement quitté son orbite et s'est mis à dériver. La probabilité que Mars se rapproche de la Terre a toujours été assez élevée. Après environ 3 secondes d'annonce, la nouvelle est devenue virale et la panique s'est installée. La situation est de plus en plus grave. Plus Mars se rapproche, plus cela affecte les gens sur le plan physique. Des centaines de vidéos apparaissent montrant des simulations de collision entre Mars et la Terre. Et il n'y a jamais de happy end. Tu veux voir ce qui va se passer? Demande une célèbre blogueuse à ses abonnés. La Terre est presque entièrement recouverte d'eau. Et Mars n'est que poussière, sable et roches. Puis elle place une énorme pastèque au milieu de sa chambre. Du coin opposé, elle lance une boule de bowling vers le fruit et c'est un strike. Mars semble presque de la même taille que la Lune à présent. Elle est sur le point d'entrer dans l'orbite de cette dernière et elle affecte le champ magnétique de la Terre. Inondations, ouragans, tsunamis, orages puissants, c'est de pire en pire. Les animaux deviennent fous, les oiseaux ne migrent plus vers le sud, les aurores, autrefois polaires, apparaissent dans les Caraïbes. L'économie n'encaisse pas si bien la nouvelle, les gens cessent de se rendre au travail. Pourquoi continuer à travailler? Ils veulent juste s'amuser et être avec leurs proches. Il y a assez de ressources sur la planète pour tenir jusqu'à la catastrophe. Alors, personne n'essaie de régler les problèmes de la Terre. Les vêtements, la nourriture, les voitures, les yachts, tout perd sa valeur et devient gratuit. Chaque jour, d'énormes fêtes de rue apparaissent dans le monde entier. Les gens décident de vivre leurs derniers mois dans la paix et l'harmonie. La catastrophe mondiale unit l'humanité comme jamais auparavant. Pour partir en fanfare, les terriens s'associent pour organiser un énorme concert de rock. La géante rouge qui détruit notre belle planète bleue. Oui, le rock'n'roll est la bande-son parfaite. Il y a juste assez de temps pour manger, danser, faire la fête et écouter de la bonne musique. D'immenses scènes sont installées partout sur la planète. C'est le dernier concert de chaque musicien. Pendant toute cette préparation, l'espoir apparaît soudainement. Les scientifiques ont calculé tous les événements qui se produiront lorsque Mars s'écrasera sur la Terre. Et ils ont un plan simple. Heureusement, les humains avaient déjà prévu de se rendre sur Mars, si bien qu'ils avaient commencé à construire des vaisseaux spatiaux depuis des années. Les gens n'auront pas le temps de se rendre sur une autre planète avant la collision. Mais ils pourront attendre la catastrophe juste en dehors de l'orbite de la Terre. Tu pourras t'asseoir dans une station spatiale, grignoter du popcorn, te détendre et profiter du spectacle. Lorsque la poussière retombera, il sera peut-être possible de retourner sur Terre, ou ce qu'il en reste. Après avoir pris connaissance de ce plan, les gens commencent à travailler nuit et jour pour terminer les vaisseaux, tout le monde participe. Il reste encore 2 ans avant le grand jour. Les immenses scènes de concert sont transformées en d'autres stations spatiales. Mars donne maintenant plus d'énergie aux gens et grâce à un incroyable travail d'équipe, les gens parviennent à créer des milliers de stations en quelques mois seulement. Voilà ce qui arrive lorsque 7 milliards de personnes travaillent ensemble. Fermiers, kinésithérapeutes, cuisiniers, ingénieurs, athlètes, comptables, tout le monde travaille de concert. Mars est maintenant plus proche de nous que la Lune. La géante rouge bloque le Soleil et notre planète est plongée dans l'obscurité. Il ne reste plus que quelques jours. Les gens travaillent comme des fourmis dans une colonie massive, mettant la touche finale à plusieurs centaines de milliers de stations spatiales. Il faut 4 jours entiers pour que tout le monde monte à bord.
sans compter le chargement des données essentielles, animaux, poissons, graines, plantes, légumes, fruits, jeux vidéo. La géante rouge doit entrer dans l'orbite de la Terre dans quelques jours. C'est à ce moment-là qu'elle prendra vraiment de la vitesse. Mars fait seulement un peu plus de la moitié de la taille de la Terre, mais dans le ciel, elle semble infiniment grosse. Les vaisseaux commencent à décoller. Les gens jettent un dernier coup d'œil autour d'eux, mémorisant chaque centimètre carré. Dans quelques heures, tout va changer pour toujours. Les stations s'envolent suffisamment loin pour sortir de l'orbite. Deux mondes qui entrent en collision devraient quand même avoir une bande-son. Les rockstars de chaque vaisseau organisent un festival de musique de l'espace. Au son impressionnant du hard rock, Mars entre dans l'atmosphère de la Terre et brûle une fine couche de sa propre surface. Cela libère une quantité incroyable d'énergie. Elle devient de plus en plus rapide et s'écrase dans l'océan Pacifique. Le souffle d'une énorme explosion balaie la planète entière. Tout est illuminé par les flammes et tout le monde sur les vaisseaux doit mettre des lunettes de soleil pour ne pas être aveuglé. Notre planète bleue est en train de se transformer en une boule incandescente. La poussière de Mars se mélange à l'eau de la Terre. La force de l'impact traverse la croûte terrestre jusqu'au magma liquide et chaud. Des centaines de morceaux de Mars, dont certains ont la taille de pays entiers, flottent en quelque sorte dans l'atmosphère. La collision génère tellement d'énergie que tous les océans bouillonnent et s'évaporent. Des mers et des rivières de métal fondu se répandent maintenant sur toute la Terre. Des jours, des semaines, des mois passent. Une ceinture composée de fragments de Mars se forme autour de la Terre, comme une version ardente des anneaux de Saturne. Il faudra beaucoup de temps avant de pouvoir atterrir en toute sécurité. Mais l'humanité ne peut pas rester en vie sur les vaisseaux pendant tout ce temps. La nourriture, l'eau et l'oxygène seront épuisés au bout de quelques années. Mais les scientifiques ont déjà un plan. Les vaisseaux actionnent un interrupteur et deviennent d'immenses chambres cryogéniques. Les vaisseaux sont équipés de panneaux énergétiques et la Terre brûlante dégage beaucoup d'énergie. Largement assez pour faire fonctionner les vaisseaux pendant que tout le monde à bord fait une sieste de quelques milliers d'années. Dès que la planète se refroidira, les humains se réveilleront. Des centaines de milliers d'années passent. Un jour, des alarmes se déclenchent simultanément sur tous les vaisseaux. Les gens se réveillent lentement. Leurs corps sont épuisés, mais après quelques milliards de tasses de café, tout le monde est prêt à partir. Sur Terre, de nouveaux continents devraient s'être formés et l'atmosphère est très probablement différente. La planète a peut-être perdu son orbite d'origine, elle tourne donc à un angle différent. Les saisons telles que nous les connaissons ont disparu. Toute l'eau sur Terre s'est évaporée dans les premières heures. Mais il y avait d'énormes glaciers sur Mars, qui ont peut-être fondu lors de l'impact. Mars a peut-être partagé son eau avec notre planète. Les nuages de poussière et de saleté devraient être retombés maintenant, et le sol devrait être assez fertile pour faire pousser des choses. Tout ce magma a probablement craché un tas de minéraux et de composés chimiques utiles. Cela va être difficile, mais l'humanité doit d'une manière ou d'une autre s'adapter à la nouvelle Terre. Les gens sont prêts à tout. Tous les terriens courent vers les fenêtres les plus proches pour voir à quoi ressemble leur planète bien-aimée après tous ces siècles. Mais où est-elle? Les gens se tordent le cou, regardent la zone vide où se trouvait la Terre. L'impact de Mars a été si fort qu'il a poussé la Terre hors de son orbite autour du Soleil, et elle a disparu. Super, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un type barbu attrape une guitare et dit « On n'a plus qu'à jouer ». Cette planète est appelée le joyau du système solaire. Composée principalement de gaz, elle pourrait flotter sur l'eau, si toutefois tu trouvais un réservoir de 120 700 km de large et de profondeur équivalente. Mais ce qui rend la planète si reconnaissable, ce sont ces magnifiques anneaux, gris, dorés et beige. Ils sont constitués de poussière, de roches et de glace. Certains sont aussi minuscules que des grains de sable. D'autres sont aussi massifs que des gratte-ciel. La planète dont je parle est Saturne, et en ce moment même, la Terre se précipite vers elle à une vitesse fulgurante. Tout a commencé par une journée normale, il y a plus de 6 mois. Tout d'un coup, la Terre a dévié du cours qu'elle suivait depuis plusieurs milliards d'années. Mais au lieu de se précipiter vers le Soleil, elle a commencé à s'éloigner de l'étoile. En y réfléchissant bien, c'est peut-être pour le mieux. Ça nous laisse plus de temps pour trouver une solution. La Terre se déplaçait autour du Soleil à une vitesse de 108 000 km/h. Pour une raison mystérieuse, lorsqu'elle a quitté son orbite, la vitesse est restée la même. Cela signifie que nous allons parcourir 1,2 milliard de kilomètres séparant notre planète de Saturne en 1 an et 3 mois.
Au début, personne ne se rendait compte de ce qu'il se passait. Mais quelques heures plus tard, c'est devenu évident. Malgré la panique qui s'est emparée des terriens, rien ne semblait sortir de l'ordinaire, mis à part le fait qu'il commençait à faire de plus en plus froid. Les prévisions des astronomes étaient pessimistes. Les gens ont commencé à quitter leurs maisons situées dans les pôles et à se rapprocher de l'équateur. La plupart des espèces végétales et animales étaient en danger. Certaines d'entre elles ont disparu, même si nous essayons de les sauver dans des serres et des parcs de conservation spéciaux. Le ciel a changé de manière spectaculaire. En une semaine, on pouvait voir Mars clairement. Elle ressemblait à une grosse sphère rougeâtre suspendue au-dessus de nos têtes. Jupiter est devenu aussi brillant que la Lune. Une fois que la Terre s'est trouvée aussi éloignée du Soleil que Mars, les jours sont devenus 2 fois plus sombres qu'auparavant. Au début, l'atmosphère de notre planète agissait comme une barrière entre les hommes et l'espace. C'est pourquoi nous n'avons pas ressenti le froid immédiatement. Mais 7 jours plus tard, tous ceux qui ont osé quitter leur maison ont dû se blottir dans des vêtements d'hiver super épais. À ce moment-là, les températures étaient déjà descendues à moins 98 degrés Celsius. Il a fait encore plus froid une fois que notre planète a dépassé Mars et a traversé la ceinture d'astéroïdes. Elle a été l'une des régions les plus dangereuses sur notre chemin jusqu'à présent. Oui, les gens ont pu admirer de sublimes pluies de météorites sillonner le ciel. Mais plusieurs corps spatiaux ont réussi à traverser l'atmosphère terrestre. Ils se sont écrasés sur le sol, aplatissant les montagnes et laissant derrière eux de gigantesques cratères. Ils ont provoqué des tsunamis et déclenché des tremblements de terre. À l'heure actuelle, la plus grande partie de la planète, y compris les océans, s'est déjà transformée en un désert de glace. Il y a un manque de nourriture et de ressources naturelles. Nous avons construit des villes souterraines et des tunnels pour les relier. Nos scientifiques travaillent jour et nuit pour trouver un moyen de sortir de cette situation. S'ils n'y parviennent pas, voilà ce qui va se produire. Plus notre planète se rapproche de Saturne, plus la planète à anneaux se profilera à l'horizon et plus elle paraîtra grande. Bientôt, elle brillera plus que la pleine lune. L'énorme orbe brun jaunâtre sera visible même pendant la journée, mais il sera particulièrement impressionnant la nuit. Au lieu de dormir, des millions de personnes passeront des heures à regarder Saturne grossir de plus en plus. Un jour, la distance entre les 2 planètes sera la même que celle qui séparait la Terre de Mars. Le disque de Saturne paraîtra environ le quart de la taille de la pleine lune. Ces anneaux seront aussi grands que les 2/3 de notre satellite naturel. Peu après, la vitesse de notre planète commencera à augmenter sous l'influence de l'attraction gravitationnelle de Saturne. La planète aux anneaux est 9 fois plus grande que la Terre, et sa masse est presque 100 fois supérieure. C'est pourquoi, au lieu de nous déplacer à une vitesse de 46 km par seconde, nous allons traverser l'espace à près de 64 km par seconde. C'est 2400 fois la vitesse moyenne d'une voiture. La gravité de Saturne influencera la Lune plus que celle de la Terre. En un rien de temps, nous allons perdre notre satellite. Il sera catapulté dans l'espace et se retrouvera probablement en orbite elliptique autour du Soleil. Si la Terre n'était pas sur le point de s'écraser sur Saturne dans un avenir proche, la Lune pourrait un jour croiser à nouveau notre planète. Rien de bon ne ressortirait d'une telle rencontre. Mais que se passe-t-il du côté de Saturne ? Saturne est l'une des plus grandes planètes du système solaire, juste après Jupiter. Même si les anneaux qui entourent la planète sont énormes, ils sont plutôt minces, moins de 2 km d'épaisseur. Néanmoins, les anneaux principaux sont assez grands pour s'étendre de la Terre à la Lune. Mais comment la planète a-t-elle obtenu de si beaux atouts ? Au-delà du bord extérieur des anneaux principaux A, B et C, il y a quelque chose que les astronomes appellent l'anneau F. Vieux de plusieurs millions d'années, c'est le plus étrange. Cet anneau en perpétuel mouvement est constitué de matériaux glacés et est incroyablement complexe. Ses courbes, ses torsions et ses amas de substances plus brillantes lui donnent l'air d'être tressés. Saturne a plus de 50 lunes confirmées. 2 d'entre elles, Pandore et Prométhée, encadrent l'anneau F de chaque côté. Elles s'enroulent à l'extérieur et à l'intérieur de l'anneau, agissant comme des bergers. Elles rassemblent les particules de glace en une bande de 96 km d'épaisseur. Mais pourquoi pratiquent-elles cette danse élaborée ? Personne ne le sait. Ce que les scientifiques savent, c'est que lorsque les anneaux de Saturne étaient en évolution, la matière glacée s'est agglomérée et a formé des lunes mineures. Certaines d'entre elles se sont développées et sont devenues les plus grosses lunes de la planète. Mais 2 d'entre elles sont entrées en collision. C'est ainsi qu'est apparu le mystérieux anneau F. Si les lunes mineures n'avaient été constituées que de petites particules de glace, la collision spatiale aurait laissé un anneau et rien d'autre. Mais elles avaient des noyaux rocheux denses. Ceux-ci sont restés intacts et se sont transformés en Pandore et en Prométhée. Les gens n'ont aucune preuve que Saturne ait déjà heurté un autre grand corps spatial. Notre Terre pourrait être la première. Mais avant de s'écraser sur la planète elle-même, il faut passer à travers ces anneaux, y compris l'anneau F. Et non, notre planète ne se contentera pas d'y faire un trou. Les anneaux de Saturne sont constitués de petites particules.
La gravité de la Terre commencera à en tirer certaines hors de leur orbite une fois que nous serons assez près. Et plus tard, lorsque nous nous en approcherons encore, le nuage de particules glacées s'élancera à la poursuite de la Terre. Mais il n'aura pas assez de puissance pour débarrasser complètement Saturne de ses anneaux. Ils continueront à se déplacer autour de leur planète d'origine. Mais leurs orbites vont changer et s'allonger. Avec le temps, les anneaux pourraient probablement se calmer à nouveau. Mais la Terre ne leur donnera pas une telle chance. La collision avec notre planète ne laissera pas Saturne indemne. S'il est encore possible de jeter un coup d'œil au ciel, les gens pourront voir les anneaux disparaître dans le néant. Mais pas pour longtemps. Les plus gros morceaux de roche commenceront vite à frapper la surface de notre planète, laissant derrière eux des terres sans vie parsemées de cratères. Dans le pire des cas, la Terre pourrait même entrer en collision avec l'une des nombreuses lunes de Saturne. Mais imaginons que nous ayons traversé cette région en un seul morceau, et que notre planète soit maintenant très proche de Saturne. La géante gazeuse peut sembler toute légère et aérienne, mais il est impossible que la Terre puisse traverser l'immense sphère et repartir de l'autre côté. C'est la gravité qui maintient tout ce gaz ensemble. La gravité même qui fera accélérer notre planète. Plus elle est proche d'un corps spatial beaucoup plus grand, plus l'attraction est forte. Les lignes de faille sur la Terre vont se fracturer. Elle déclenchera également de puissantes éruptions volcaniques partout dans le monde. Et puis, notre planète s'écrasera sur Saturne avec une force gigantesque. L'atmosphère des planètes sera comprimée. Cela provoquera une hausse de température spectaculaire et rapide, et en un rien de temps, l'air sera en feu. Les scientifiques affirment que le noyau de Saturne est dense, composé de fer et de nickel, et entouré d'une couche rocheuse. Mais nous n'y arriverons jamais. La Terre brûlera dans l'atmosphère de la grande planète après avoir été littéralement déchirée. Notre beau monde bleu-vert se transformera en milliards de billions de tonnes de roches vaporisées. Dommage. Peut-être que la Terre deviendra un autre anneau de Saturne, à la place de ceux qu'elle a détruits. Ça a l'air sinistre, je sais. Bon, qu'avons-nous sur la liste des choses à faire avant de mourir ? Cela semble sinistre, je sais. On n'a pas le pouvoir de sauver la Terre de Saturne, mais ce n'est qu'un mauvais rêve, alors peut-être que nous pouvons faire quelque chose et nous sauver d'une menace réelle, celle du changement climatique. Je dis ça, je dis rien. Tout a commencé par un changement mineur sur notre planète. Tout d'abord, les gens ont remarqué que la Lune était devenue plus brillante et un peu plus grosse. Mais personne n'y a prêté attention. Elle a affecté les marées dans le monde entier, de sorte que l'eau a submergé les plages, mais ce n'était pas une tragédie. Beaucoup de poissons se sont rapprochés du rivage. Les gens se sont mis à trouver des calmars géants, des baudroies et d'autres créatures tout près de la côte, alors qu'elles vivaient habituellement dans les profondeurs obscures. Des choses nouvelles et plus étranges se produisent chaque jour. Les oiseaux ne volent plus vers le sud en hiver. Ils se rassemblent en énormes essaims qui volent autour des villes sans but précis. La Lune les aidait à s'orienter dans la nature, mais à présent, ils n'arrivent plus à savoir dans quelle direction voler. De par les mers, les capitaines de navires remarquent que les boussoles sont désormais instables. La flèche pointe dans des directions différentes depuis que les pôles magnétiques de la Terre ont changé. Les gens réalisent que la Lune a commencé à s'en approcher pour une raison inconnue. La gravité de la Lune affecte celle de notre planète. Cela entraîne des changements dans le climat, dans le comportement de tous les êtres vivants et dans le champ magnétique. Maintenant, il pleut dans les endroits les plus secs et il fait chaud dans les terres les plus froides. Cela met à mal les écosystèmes de toute la planète. Les gens qui vivent près des forêts entendent souvent le hurlement des loups, car la Lune rend ces animaux fous. Le satellite naturel de la Terre ne cesse de grandir et éclaire la nuit de manière beaucoup plus vive. Rien d'irrémédiable ne s'est encore produit. Les gens ne paniquent toujours pas car ils ne veulent pas croire que la fin arrive. Mais un jour, la Lune atteint un point critique. Tu marches dans la rue en écoutant de la musique et à ce moment-là, quelqu'un te bouscule. Bon, ce type est peut-être en retard pour le travail. Tu continues de marcher et une fille qui passe heurte ton épaule. « Pardon, désolé », dit-elle. Puis elle s'en va. Tu pouvais lire la peur dans ses yeux. Tu regardes devant toi et vois des gens qui courent dans ta direction. Tu enlèves enfin tes écouteurs et tu entends des cris et des sirènes. Les gens quittent leur voiture et s'enfuient. Des centaines de mouettes volent dans le ciel. Tu distingues un bruit étrange parmi toute cette cohue. Il semble que ce soit de l'eau. Comment est-ce possible ? Tu te trouves dans le centre-ville à quelques kilomètres de la côte. Mais tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu remarques qu'une immense vague inonde les rues et se dirige droit vers toi. Tu cours dans un bâtiment et grimpes au 10e étage.
D'ici, tu observes l'eau qui submerge la ville. Le puissant torrent emporte toutes les voitures, les bâtiments d'un étage et les arbres sur sa route. Tu remarques un aileron de requin et d'autres poissons dans l'eau. Les gens se cachent dans les maisons et sur les toits. La ville entière plonge rapidement dans un état de catastrophe. La télévision fonctionne dans le bâtiment où tu te caches. Tu apprends que des inondations se produisent dans le monde entier. Des tsunamis massifs recouvrent les villes côtières. À certains endroits, les vagues atteignent la hauteur d'un immeuble de 30 étages. De nombreuses villes ont été rayées de la carte. La Lune est trop proche de la Terre et les inondations massives ne sont qu'un début. La Lune orbite autour de la Terre et aide à maintenir notre maison bleue sur son axe. La Lune assure la stabilité du climat et aide les organismes vivants à se développer. Mais à présent, cet équilibre est rompu. La Lune s'approche et altère la gravité de notre planète. La Lune n'a qu'à s'incliner légèrement sur le côté pour provoquer des inondations massives dans le monde entier. Imagine que tu tiennes un verre d'eau rond, incline-le un peu. Tu vois comment le liquide se déplace d'un côté à l'autre ? C'est la même chose qui se produit maintenant avec les océans. Mais la Lune ne fait pas que s'approcher de nous. Elle tourne autour de la planète et se rapproche à chaque révolution. Elle provoque sans cesse des catastrophes naturelles à différents endroits de la Terre. À présent, l'océan inonde un côté et quelques heures plus tard, un autre. Tu vois donc toute l'eau revenir des rues vers le rivage. Il se peut que l'océan inonde de nouveau la ville d'ici la fin de la journée. Attends, il semble que la fin de la journée soit déjà là. Tu remarques que le ciel est devenu sombre. C'est bizarre car il n'est que 15 heures. La Lune influe sur la vitesse de rotation de la Terre et fait passer la journée plus vite. Elle emplit désormais presque tout le ciel et éclaire brillamment notre planète. Tu distingues les énormes cratères lunaires. Elle est si proche que tu peux la voir même lorsque le soleil brille. À certains endroits, la Lune qui passe cache même le soleil tout entier. L'eau quitte les rues et tout le monde sort. C'est à ce moment qu'un tremblement de terre commence. La route se fissure et les maisons s'effondrent. Il y a des glissements de terrain dans la rue même. Les plaques tectoniques se déplacent sur toute la planète. Imagine deux boules magnétiques qui se rapprochent l'une de l'autre. L'une des boules est la Lune et la seconde est le noyau de la Terre. À ton avis, qu'arrivera-t-il à ce qui se trouve au-dessus du noyau ? Cela représente des centaines de milliers de kilomètres de notre croûte terrestre. Et maintenant, tout est en train de bouger. Des fissures destructrices apparaissent partout dans le monde. Les plus hautes montagnes de la planète s'effondrent et se transforment en tas de cailloux. Les fonds marins se fissurent et libèrent le magma des profondeurs souterraines. Les volcans se réveillent et crachent leur lave incandescente. Des nuages de cendres volcaniques recouvrent le ciel, nous masquant le soleil et la lune. Mais le plus effrayant est encore à venir. La collision est inévitable. La Lune tourne autour de la planète comme une balle dans un jeu de fête foraine avec un trou au centre. Cette force entraîne la formation de nuages sur toute la planète. L'orage gronde maintenant, mais dans 5 minutes, il neigera. Puis la nuit arrive et il se met à pleuvoir. Les gouttelettes d'eau sont composées de boue et de cendres volcaniques. Il est difficile pour les gens de respirer sans masque à gaz. La pression atmosphérique change constamment. Certaines personnes ont de fortes migraines et d'autres ont les articulations douloureuses. Mais tu n'as pas le temps de t'attarder là-dessus. L'humanité doit trouver comment échapper à cette collision. Un nouvel ordre gravitationnel apparaîtra lorsque la Lune s'écrasera sur la Terre. Les continents vont changer de forme. Ils se combineront en un seul morceau de terre gigantesque ou se diviseront en une centaine de plus petits. L'énergie de la collision pourrait brûler tout l'oxygène de l'atmosphère et rendre toute la planète impropre à la vie. Il n'y a pas non plus de sens à se cacher sous terre à cause de tous ces séismes profonds. Les gens décident de passer leurs derniers instants avec leurs proches et leurs familles. La Lune se rapproche de plus en plus. Elle se trouve maintenant à la même distance que la Station spatiale internationale se trouvait de nous. La Lune obscurcit le ciel. De nombreuses villes sont dans le noir à cause des vagues. Des tsunamis de plusieurs kilomètres de haut s'écrasent contre le sol. Des millions de tonnes de magma entrent en contact avec l'océan. Des milliards de litres d'eau s'évaporent. L'humidité s'élève dans les airs, se mélange aux cendres et se répand sur la planète sous la forme de cumulus géants. Tu as fini par accepter le sort funeste de notre planète. Mais quelque chose d'étrange arrive à la Lune à ce moment-là. Tu remarques que des fissures géantes apparaissent dessus. La Lune commence lentement à se scinder en 2 parties, et celle-ci se divise en centaines de gros morceaux.
elle est en train de s'effondrer. La Terre n'a plus de satellite naturel. Ce n'est plus qu'un tas de roches spatiales géantes. Mais pourquoi cela se produit-il ? Il existe un espace autour de notre planète appelé la limite de Roche. À cet endroit, la gravité de la Terre agit plus fort que celle de la Lune. Cela signifie que les forces qui maintiennent la Lune ensemble sont plus faibles que celles qui la déchirent. Les gens applaudissent. La limite de Roche a sauvé notre planète et la Lune ne nous frappera pas. Elle se fragmente en millions d'éclats et forme un anneau autour de notre globe. La Terre ressemble maintenant à Saturne. Une ceinture de pierres de lune nous entoure. D'énormes morceaux détruisent tout sur leur passage, notamment les débris spatiaux. Les satellites ne fonctionnent plus. L'humanité perd ses moyens de communication et de navigation. Les gens devront à nouveau utiliser des cartes en papier. Avant ces événements, la Lune maintenait l'orbite de notre planète à un certain angle. Maintenant, l'axe est incliné différemment. Un hémisphère se rapproche du Soleil et l'autre plonge dans l'ombre. Les pôles et l'Antarctique peuvent se transformer en déserts arides et l'équateur de la planète peut être recouvert de glace. L'hiver et l'été peuvent durer des années. Les restes de la Lune flottent autour de la Terre, mais certains d'entre eux tombent sur notre planète. Des pluies de météores lunaires détruisent nos villes et créent des cratères géants. Et tous ces événements conduisent à l'extinction massive de la vie sur Terre. Il faudrait des centaines de milliers d'années pour s'adapter à ce nouveau monde. Comme tu le sais, toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil, dans un certain ordre. Mais devine quoi ? 2 planètes pourraient entrer en collision l'une avec l'autre et provoquer une catastrophe cosmique. Voici Neptune, la planète la plus éloignée de notre système solaire. Elle est 17 fois plus lourde et 4 fois plus grosse que la Terre. Elle se trouve à 30 unités astronomiques du Soleil. Une UA est la distance entre le Soleil et la Terre. Elle est donc 30 fois plus éloignée de notre étoile que nous ne le sommes. Et Neptune fait un tour complet autour du Soleil en 164 ans, sur une orbite presque circulaire. Neptune est froide, calme et stable. Mais une planète pourrait perturber cet équilibre. Pluton. C'est une planète naine couverte de roches et de glace. Elle est 6 fois plus légère et 3 fois plus petite que notre Lune. C'est son orbite qui nous intéresse. Si tu regardes une carte du système solaire depuis le haut, tu peux voir que son orbite n'est pas ronde, mais elliptique. C'est donc un cercle légèrement aplati. À son point le plus éloigné, Pluton se trouve à 49 unités astronomiques du Soleil. Lorsqu'elle se déplace, elle se rapproche de l'étoile. À son point le plus proche, Pluton se trouve à environ 29,5 UA du Soleil. C'est plus proche que Neptune. Donc, hypothétiquement, elle pourrait entrer en collision. Regardons cette potentielle collision de plus près, encore plus près. Bien, Neptune et Pluton se rapprochent lentement l'une de l'autre. Ce sont 2 mondes très froids, mais ils commencent à interagir l'un avec l'autre par gravitation, comme 2 aimants. Cela les réchauffe de l'intérieur. Neptune est une géante gazeuse, dépourvue de surface solide. Il n'y a donc pas encore beaucoup de changements. Mais Pluton a une surface rocheuse. À cause de l'influence gravitationnelle de Neptune, elle commence à se fissurer. Pluton subit continuellement des tremblements de terre. Cela la fait chauffer encore plus. Lorsque Pluton touche presque la géante gazeuse, elle commence à s'effriter de l'intérieur. De plus, Neptune a une atmosphère très dense. La planète naine commence donc à s'enflammer à cause de la friction avec les gaz de la haute atmosphère. Pluton est maintenant très chaude d'un côté et très froide de l'autre. Cela provoque une grave déformation et elle commence à s'effriter. La moitié des fragments de la planète naine restent dans l'orbite de Neptune. Ils entreront en collision les uns avec les autres jusqu'à ce qu'ils se transforment en poussière et deviennent de nouveaux anneaux de la planète géante. D'autres fragments se consumeront dans l'atmosphère de Neptune. Et les plus gros rochers qui restent de Pluton tomberont sur Neptune jusqu'à ce qu'ils soient complètement pulvérisés. Neptune a donc littéralement avalé Pluton et a continué son orbite sans aucun changement. Tout cela parce que la géante gazeuse est 20 fois plus grande et beaucoup plus lourde que la planète naine. Cette collision ne ferait donc aucun mal à Neptune. Mais cela ne peut pas vraiment se produire, car leurs orbites ne se croisent pas vraiment. Regardons à nouveau la carte du système solaire. Pas d'en haut, mais de côté cette fois. Les 9 planètes ici présentes sont toutes sur une ligne horizontale à partir du Soleil. La distance qui les sépare est grande et leurs orbites ne se croisent pas. Voici l'orbite de Pluton. Tu peux voir qu'elle est inclinée par rapport à la ligne horizontale de toutes les planètes. Elle commence au sommet, puis plonge sous les orbites des planètes et revient. Donc Pluton ne peut jamais entrer en collision avec Neptune.
Pourtant, des collisions planétaires se sont déjà produites dans notre système solaire. Et c'est même grâce à ces collisions que la vie est apparue sur Terre. Remontons le temps jusqu'à il y a presque 4,5 milliards d'années. Cette boule de lave chaude, c'est la Terre. Elle vient de se former à partir d'un nuage de poussière et a commencé à refroidir. Mais alors, une planète errante de la taille de Mars est apparue à l'horizon. Elle s'appelait Theia. Elle s'est inévitablement approchée de notre planète. La collision avec Theia s'est produite à un angle parfait. Si Theia nous avait percuté de plein fouet, les deux planètes auraient été réduites en miettes. Mais elle nous a frappé presque à la tangente. Theia a arraché une partie de la matière de la jeune Terre et s'est elle-même réduite en miettes. Elle ne pouvait plus continuer son voyage car la Terre l'a prise dans son piège gravitationnel. Un grand fragment de cette planète est resté dans notre orbite. Des fragments plus petits se sont écrasés les uns sur les autres, tombant sur Terre ou rejoignant les restes de Theia. La poussière est retombée et nous pouvons voir cette image familière, la Terre et la Lune. C'est la principale théorie sur la façon dont nous nous sommes retrouvés en compagnie de notre satellite naturel. Les scientifiques affirment que c'est cette collision qui a provoqué l'apparition de la vie sur Terre. Theia a apporté beaucoup de glace qui s'est transformée en eau sur notre planète. La nouvelle Lune a stabilisé la rotation de la Terre et les conditions sur la planète sont devenues idéales pour l'émergence de la vie. Un autre genre de collision pourrait créer une onde de choc qui s'étendrait sur des milliers d'années-lumière. Une collision stellaire. Cela se produit généralement dans les systèmes binaires avec une naine blanche et une étoile régulière comme notre Soleil. Une naine blanche est le reste d'une étoile qui s'est éteinte. Lorsque les étoiles se rapprochent, elles commencent à se déplacer l'une autour de l'autre dans une danse en forme de spirale. La naine blanche tire vers le bas les couches supérieures de la plus grande étoile. Ce plasma chaud et cette poussière d'étoiles forment un disque lumineux. Les deux étoiles se rapprochent de plus en plus. Lorsqu'elles fusionnent enfin, cela provoque une réaction en chaîne dans le cœur de l'étoile chaude. La masse de matière exerce une pression trop forte sur le cœur de celle-ci. Les entrailles de l'étoile combinée se réchauffent alors encore plus et elles se dilatent, créant une supernova. C'est l'un des événements les plus brillants de l'univers. La lumière de l'explosion peut être vue à des centaines d'années-lumière. Une autre vision spectaculaire est la collision d'une étoile avec un trou noir. Les trous noirs sont les objets les plus lourds de l'univers et leur gravité est incroyablement forte. Alors quand une étoile et un trou noir se rapprochent, le trou noir commence à manger la matière plus légère de l'étoile. Le plasma chaud, comme des spaghettis, se dirige vers le cœur du néant noir. Pour un observateur, ce plasma semble se déposer sur le bord même du trou noir. C'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. Il se trouve que le temps est considérablement ralenti près d'un objet aussi lourd. On a donc l'impression que la matière reste sur l'horizon des événements, mais en réalité, elle est partie depuis longtemps au cœur du trou noir. Alors qu'il se rapproche encore plus, le trou noir commence à déchirer littéralement l'étoile et l'avale entièrement. À ce stade, le trou noir recrache environ la moitié de la masse de l'étoile sous la forme d'un faisceau d'énergie sortant directement de son cœur. L'autre moitié de la masse de l'étoile devient de la nourriture pour cette bête noire. Nous connaissons de nombreux trous noirs dans notre univers. Les plus lourds d'entre eux se trouvent généralement au centre des galaxies. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Mais que se passerait-il si deux trous noirs entraient en collision l'un avec l'autre ? Les scientifiques ont eu l'occasion d'observer un tel événement. Deux trous noirs pesant respectivement 66 et 85 masses solaires se sont progressivement rapprochés l'un de l'autre. Ils ont dansé ensemble, faisant dévier la lumière qui passait près d'eux. Mais ensuite, ils ont fusionné en un énorme trou noir, pesant 142 masses solaires. À la même seconde, le nouveau trou noir a libéré des ondes gravitationnelles dans l'espace avec une énergie de 9 masses solaires. Les scientifiques ont pu capter ces ondes et observer la fusion des deux trous noirs. Mais cet événement s'est en fait produit il y a environ 17 milliards d'années. Nous ne le voyons que maintenant car les particules de lumière et les ondes gravitationnelles ont mis énormément de temps à parcourir la distance de 17 milliards d'années-lumière jusqu'à la Terre. Considère maintenant une collision à l'échelle galactique. Littéralement, il s'agit d'une collision entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Cet événement se produira dans 4,5 milliards d'années, alors reste à l'écoute. La Voie lactée compte environ 100 milliards d'étoiles, tandis qu'Andromède en compte environ 1000. Lorsque les galaxies s'approcheront l'une de l'autre, elles feront plusieurs cercles l'une autour de l'autre.
À ce moment-là, certaines étoiles seront peut-être éjectées de leur galaxie comme par un lance-pierre. Puis, la Voie lactée et Andromède commenceront à fusionner. Un scénario possible est que notre système solaire entre en collision avec un autre système stellaire d'Andromède. Dans ce cas, il pourrait y avoir une collision stellaire et une supernova par la suite. Notre monde serait détruit. Une autre possibilité est que le Soleil soit éjecté dans l'espace noir. Dans ce cas, nous ne remarquerons peut-être même pas la différence. Tout ce que nous verrons sur Terre, c'est un ciel étoilé qui disparaît progressivement, car notre système solaire voyagera dans l'espace, loin de sa galaxie d'origine. Mais le scénario le plus probable est que lorsque les galaxies fusionneront, cela se fera sans aucune douleur pour nous. En fait, l'espace est très vaste, et il y a de la place pour toutes les étoiles des deux galaxies. La seule différence, c'est que nous verrons beaucoup de nouvelles étoiles dans le ciel nocturne, ainsi que des soucoupes volantes venant d'Andromède. Ou pas, mais ce n'est pas la collision des galaxies qui devrait nous inquiéter, c'est notre Soleil. Dans 4,5 milliards d'années, il deviendra une géante rouge. Il va s'étendre, engloutissant les planètes les plus proches. La Terre deviendra probablement la planète la plus proche du Soleil. Il fera si chaud que toute vie disparaîtra tout simplement. Et personne ne pourra assister à la collision galactique. Tu es dans un avion en direction d'une convention d'astronomie importante quand tu vois par la fenêtre une grande silhouette qui éclipse tout le soleil. Tu recraches tout ton café et tout le monde dans l'avion regarde dehors en état de choc. Tu remarques alors qu'elle a des anneaux comme Saturne. Tu devais te rendre au Japon mais tu es obligé d'atterrir en Californie. Dès que tu atterris, tu regardes vers le ciel et tu vois d'autres structures géantes ressemblant à des planètes qui flottent dans le ciel. Tout le monde prend des photos et essaie de comprendre ce qui se passe. Soudain, tu remarques une énorme boule de feu qui s'écrase près de l'aéroport. Tout le monde se précipite pour se mettre à l'abri et par chance, la boule se retrouve au milieu de la piste, sans personne autour. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a désormais plus de piste pour que les avions puissent atterrir. Tout le monde se regroupe pour se mettre à l'abri, et d'autres gros objets apparaissent dans le ciel. Toutes les communications ont cessé ou sont devenues inopérantes car ces gros objets ont détruit tous les satellites. Certains scientifiques à proximité mentionnent que ces objets sont les planètes du système solaire, qui se trouvent maintenant à la même proximité que notre Lune. Mercure et Vénus ressemblent à des lunes, mais Saturne occupe une grande partie du ciel. Tu dis à ces scientifiques que tu es astronome. Ils t'invitent à les rejoindre pour un voyage en Antarctique, à la station d'observation du pôle Sud. Ils ont besoin de tous les cerveaux possibles pour les aider à résoudre ce mystère. Tu montes sur un bateau dont le cap est réglé sur l'Antarctique. Les vagues sont extrêmement agitées pour un jour si peu orageux. Tu arrives finalement sur le continent après quelques jours et tu dois monter sur une motoneige jusqu'à la station Amundsen Scott du pôle Sud. Là-bas, tu retrouves un groupe de scientifiques pour essayer de comprendre ce qui se passe. Tu n'étais pas préparé à ces températures glaciales en plein mois de juillet. Tu arrives à la station et tu vois tous tes collègues scientifiques qui courent partout avec de la paperasse et qui débitent des trucs sur des planètes en orbite autour de notre atmosphère. Tu arrives dans la salle de conférence où la directrice de recherche t'explique ce qui se passe. Une à une, les planètes se rapprochent de nous jusqu'à ce qu'elles soient alignées avec la Lune. Mais on ne sait toujours pas pourquoi ni comment. Vénus est arrivée la première et maintenant Saturne se rapproche. La Lune se trouve à environ 386 km de la Terre et elle affecte les marées des océans et des mers par son attraction gravitationnelle. L'eau étant moins dense que la Terre, on peut voir les marées changer. Les grandes marées se produisent donc lorsque la Terre est attirée vers la Lune. Et comme les autres planètes se rapprochent de la Terre, l'attraction gravitationnelle change de façon erratique. Dans quelques heures, Saturne sera à la même distance que notre Lune. Tu te diriges vers le grand télescope et tu observes les planètes. Un avion ou un hélicoptère ne sera pas en mesure de voler correctement et ne disposera pas de la technologie radar appropriée pour l'y aider. Tu continues à observer et remarques que Mars se rapproche de la Terre. Tu entends aux infos que les raz-de-marée s'enchaînent en ce moment et que certaines îles sont même emportées par les eaux. Heureusement qu'elles ont été évacuées avant. Avec Mars qui se rapproche, tu remarques que Neptune se rapproche également. Tu peux sentir la gravité de la Terre fluctuer à chaque pas que tu fais. Tu partages tes découvertes avec la directrice de recherche. La seule solution pour survivre semble être de construire rapidement des bunkers, loin des océans et des mers, qui puissent accueillir de nombreuses personnes avant que les autres planètes ne soient trop proches. Une équipe d'ingénieurs arrive et entame la construction. Des vagues successives de survivants arrivent et s'installent dans ces bunkers pratiquement construits en une nuit. À chaque heure, de nouvelles planètes se rapprochent. Mars et Neptune se sont déjà installés avec Mercure, Vénus et Saturne. Pluton et Uranus sont maintenant visibles à l'œil nu et font leur chemin vers la Terre.
L'attraction gravitationnelle devient complètement incontrôlable. La neige dans le désert de l'Antarctique reste en suspension pendant plusieurs secondes lorsque quelqu'un marche dessus. Tu peux sauter beaucoup plus haut. C'est maintenant la nuit, mais le ciel n'est pas aussi sombre que d'habitude. Les planètes réfléchissent beaucoup plus de lumière solaire que notre Lune. Elle est à peine visible maintenant. En multipliant les observations, on remarque que des comètes et des météorites volent très près de notre atmosphère. Certaines s'écrasent même sur Mars et Neptune. Tout le monde peut le voir depuis la Terre. D'autres débris spatiaux se retrouvent également dans l'atmosphère terrestre. Mais tu remarques quelque chose d'étrange. Les planètes semblent maintenant orbiter autour de Saturne. Tu vérifies tes calculs et tu découvres que les positions de ces planètes sont maintenant alignées avec son orbite. C'est parce qu'elle possède la plus grande masse de toutes les planètes. Les anneaux de Saturne sont constitués de particules de glace, certaines aussi grandes que des autobus et d'autres aussi petites que des cailloux. Mais elles s'écrasent toutes et interfèrent avec les autres planètes. Personne ne peut sentir le changement d'orbite au début, mais petit à petit c'est le cas. Avec ce phénomène, les tremblements de terre et les volcans sont inévitables. C'est pourquoi tout le monde fait ses bagages et est prêt à fuir, toi y compris. L'Antarctique a des dizaines de volcans cachés sous ses glaces. Certains sont souterrains, tandis que d'autres se trouvent tout juste à la surface. L'attraction gravitationnelle de Saturne est beaucoup plus forte que celle de la Terre sur la Lune. Le noyau interne réagira donc beaucoup plus intensément et déclenchera des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Tout le monde fait ses bagages très rapidement et se dirige vers les hélicoptères pour s'envoler vers l'Afrique du Sud. Les hélicos ont été conçus pour suivre une trajectoire directe sans avoir besoin de radar pour les guider. Tu arrives au sud de l'Afrique, qui est en grande partie recouvert d'eau. L'hélico t'emmène plus près du centre. Puis, tu te rends dans le désert du Sahara. Une surface plane, sans rien autour, sera la meilleure option pour votre sécurité. Mais tu regardes dans le ciel et tu vois une autre planète qui se rapproche. C'est Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. Si la Terre avait la taille d'un raisin, alors Jupiter aurait la taille d'un ballon de basket. Elle s'approche rapidement. De nombreuses autres planètes lui font automatiquement de la place, y compris Saturne. Tu es sur la route du Sahara, même s'il faudra des jours pour l'atteindre en voiture. Le ciel est sombre pendant la journée car la plupart des planètes bloquent le ciel. Tu arrives finalement dans le désert du Sahara avec d'autres scientifiques et, à ta grande surprise, une ville entière a été érigée en un mois seulement, lorsque les planètes ont commencé à apparaître. Tu t'installes dans ton dortoir mais tu as encore beaucoup de travail à faire. Quelques jours plus tard, Jupiter pénètre dans l'atmosphère et nous éclipse complètement. Cependant, la Terre est maintenant en rotation autour d'elle. Et c'est beaucoup plus rapide que de tourner autour du Soleil, puisque Jupiter est plus petite. Mais comme Saturne est aussi grande, la Terre est balancée d'orbite en orbite, comme deux personnes jouant à un jeu de raquettes. Ainsi, avec ce phénomène, les habitants de la Terre expérimentent des forces gravitationnelles différentes de temps en temps. Les raz-de-marée deviennent de plus en plus forts, et des volcans entrent en éruption partout. Comme le noyau de la Terre se réchauffe, la température sur Terre change également. Et avec un manque de lumière solaire la plupart du temps, une grande partie de la vie végétale a du mal à suivre. Les récoltes sont plus difficiles à cultiver avec la lumière naturelle du soleil. Les gens se tournent donc vers l'éclairage artificiel et les serres. Les voyages aériens et spatiaux sont impossibles. La station spatiale internationale est complètement détruite ainsi que les satellites en orbite dans l'espace. C'est pourquoi ni les téléphones portables ni Internet ne peuvent fonctionner. La gravité est encore plus dysfonctionnelle que jamais. 6 mois plus tard, l'humanité a retrouvé un moyen de faire face à cette nouvelle normalité. Mais les choses sont constamment en train de changer. Le nombre d'heures dans une journée a changé ainsi que les jours qui composent une semaine. Auparavant, on mesurait ce nombre avec les phases de la Lune. Un mois correspondait à la Lune dans toutes ses phases, d'une nuit sans Lune à la pleine Lune et ainsi de suite. Mais la Lune de la Terre a disparu dans ce chaos planétaire. Il existe actuellement une chose mystérieuse dans l'espace. Une tâche insolite que les scientifiques essaient en vain d'expliquer depuis plus de 15 ans. Plusieurs théories ont été élaborées à ce sujet. L'une d'elles affirme qu'il pourrait s'agir d'une marque laissée par une collision avec un univers parallèle. Est-ce vrai? Voyons ce qu'il en est. Regardez cette carte. C'est la carte de notre univers. Enfin, pas vraiment. Il s'agit en réalité de la carte du fond diffus cosmologique, également appelée simplement rayonnement fossile. Il y a plusieurs milliards d'années, il y eut un Big Bang, grande explosion. Ce dernier fut si puissant qu'il créa notre univers tout entier. Bien entendu, un tel événement ne pouvait pas se produire sans avoir de répercussions. Et il s'avère que ses conséquences sont littéralement partout. Le Big Bang a donc laissé derrière lui un rayonnement électromagnétique,
que nous connaissons sous le nom de rayonnement fossile. Nous ne le voyons pas et pourtant, il est littéralement là, sous notre nez, dans notre vie quotidienne. Et si vous aviez des super pouvoirs, vous verriez que tout ce qui vous entoure brille de cette faible lumière. Ce rayonnement est très important. Si nous n'avions jamais trouvé le rayonnement fossile, nous n'aurions jamais découvert le Big Bang. Avant cette découverte, les scientifiques pensaient que l'univers avait toujours existé. Il n'y avait pas de commencement et il n'y aurait pas de fin. Cela nous semble aujourd'hui assez ridicule, mais il y a moins d'un siècle, les gens en étaient absolument sûrs. Stephen Hawking a été l'un des premiers scientifiques à deviner que l'univers avait bel et bien un commencement. Ce type était tellement cool qu'il s'en est rendu compte alors qu'il n'était encore qu'un étudiant, alors qu'il travaillait sur sa thèse de doctorat. Malheureusement, il n'avait aucune preuve à l'époque. S'il y a eu une telle explosion il y a des milliards d'années, alors où sont les traces? Où en est la preuve? S'esclavent alors ceux qui croient à la théorie de l'éther stationnaire. Mais pas de panique, cette preuve est vite arrivée. En 1965, les astronomes Arno Penzias et Robert Wilson découvrirent le rayonnement fossile. Ce fut la première preuve grandiose du Big Bang. Il s'est avéré que le rayonnement était partout, mais invisible à nos yeux. D'ailleurs, au début, Penzias et Wilson eux-mêmes l'avaient confondu avec le bruit d'une grande ville, ou avec des pigeons, ou quelque chose de ce genre. Pour leur découverte, qui bouleversa par la suite le monde de la science, ils reçurent le prix Nobel. Les gens découvrirent donc qu'ils étaient entourés de rayonnements électromagnétiques. Ils ont ensuite commencé à collecter des données à ce sujet et ont accumulé de plus en plus d'informations au fil des ans, jusqu'à ce qu'ils réalisent cette carte. Il s'agit d'une carte des températures du rayonnement fossile. En la créant, les scientifiques ont découvert quelque chose d'inhabituel. Jetons-y un coup d'œil. Elle ressemble à un vaste ensemble d'endroits chauds et froids. Mais en réalité, notre univers est assez uniforme. Toutes les températures sur cette carte sont proches de moins 270,5 degrés Celsius, avec très peu de différence entre elles. Ces fluctuations de température entre les différents points de la carte s'avèrent de faible amplitude, et chaque petit point s'étend en fait sur des millions d'années-lumière. Notre monde est donc plutôt calme et stable, sauf sur un point, le cold spot, qui signifie point froid en français. C'est ce point, juste ici. Les astronomes l'ont découvert pour la première fois en 2004. À première vue, il n'y a rien d'inhabituel. Il s'agit simplement d'une région où la température est inférieure à la moyenne de quelques microkelvins. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une petite zone, il s'agit d'une gigantesque région froide. Elle fait littéralement des millions d'années-lumière. Une petite minute, ont alors objecté les scientifiques. Cela ne peut pas être vrai. L'univers devrait être homogène partout. Selon notre modèle standard, ce point froid ne devrait tout simplement pas exister. Or, il se trouve qu'il est là. Il ne s'agit pas d'une simple erreur mathématique. Il existe bel et bien. Qu'est-ce que ce point froid? Et comment est-il apparu? Les astronomes tentent de répondre à ces questions depuis des années. Aujourd'hui encore, nous ne disposons que de quelques théories. Parlons-en. Théorie 1, texture cosmique. Cette idée a été évoquée à la fin de l'année 2007. Des scientifiques ont alors suggéré que le cold spot pourrait représenter des collines de l'espace. En d'autres termes, il pourrait s'agir d'une région cabossée de l'univers, qui fait simplement partie de sa composition. Néanmoins, il s'agit d'une théorie assez stupide, qui a été rapidement écartée. Théorie 2, le supervide. Considérée pendant un certain temps comme la plus plausible, cette hypothèse affirmait que le cold spot était en fait ce que l'on appelle un supervide. Il s'agit d'un endroit terrifiant et sombre de notre univers, où il n'y a pratiquement pas de galaxies. Et c'est justement parce qu'il s'agit d'une région déserte, où il n'y a presque rien, qu'elle nous semble froide. Cette théorie a toutefois été réfutée en mai 2017. Après avoir examiné attentivement le cold spot, les scientifiques ont constaté qu'il n'y avait aucun signe d'un supervide à cet endroit. En outre, les vides et les supervides, qui existent réellement, soit dit en passant, sont toujours de très petite taille. Or, le cold spot est littéralement des milliers de fois plus grand qu'ils ne le sont en général. Il devait donc y avoir une autre explication. Et il se trouve qu'il y en a une. Peut-être la plus étrange de toutes. Théorie 3. Un univers parallèle. Cette idée controversée a été avancée par la cosmologue et physicienne théoricienne Laura Mersini Octon.
Selon elle, le cold spot pourrait être la trace laissée par une collision de notre univers avec un univers parallèle. La cosmologie standard ne peut pas expliquer un trou cosmique aussi gigantesque, explique Laura Mersini-Houghton. Il s'agit de l'empreinte indéniable d'un autre univers situé au-delà des limites du nôtre. Son hypothèse est basée sur la théorie du multivers, d'après laquelle il existe en fait un nombre infini d'univers comme le nôtre dans le monde. Ils entrent constamment en collision les uns avec les autres et se poussent les uns les autres. Push en anglais, ce qui crée des nouveaux Big Bang. Peut-être le cold spot est-il une espèce d'échymose résultant d'une telle collision? En mécanique quantique, ce genre de théorie délirante est assez courant, mais pour la physique standard et la compréhension du monde, c'est un véritable bouleversement. Bien sûr, nous avons besoin de preuves solides. L'équipe de Mersini-Houghton a commencé à y travailler. Le professeur Tom Shanks, du Centre d'astronomie extragalactique de l'Université de Durham, participe également à ces recherches. Le multiverse, le plus fou des modèles exotiques d'explication du cold spot, est en réalité le plus standard si l'on se réfère à notre modèle actuel de l'univers, écrit-il dans l'un de ses ouvrages. De quelles preuves avons-nous besoin? Notre cold spot est situé dans l'hémisphère sud. Selon Shanks, s'il y a vraiment eu une collision entre deux univers, nous devrions trouver un autre cold spot, et il devrait se trouver dans l'hémisphère opposé, l'hémisphère nord. Si les astronomes le trouvaient, cette théorie serait confirmée, et ce serait la première preuve de l'existence d'un univers parallèle. Évidemment, tout n'est pas si simple. Pour trouver un deuxième point, nous avons besoin des télescopes les plus récents et les plus sensibles qui existent. Nous devons également en apprendre davantage sur la nature de l'énergie noire et la manière dont elle affecte l'espace, etc. En d'autres termes, le chemin à parcourir est encore long. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques pensaient avoir découvert le deuxième cold spot. Des chercheurs du Nouveau-Mexique croyaient l'avoir trouvé dans l'hémisphère nord. Malheureusement, il s'agit probablement d'une erreur. La carte utilisée par ces chercheurs comportait une grande part d'inconnus. Il est donc possible que leur découverte ne soit que le résultat d'un accident causé par d'autres vides. En résumé, aucun autre cold spot n'a encore été trouvé jusqu'à présent, malgré des recherches minutieuses. Cela dit, encore une fois, même le meilleur et le plus moderne des équipements reste loin d'être parfait. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres cold spots, mais simplement que nous ne l'avons pas encore trouvé. Si un jour nous le trouvions, cela pourrait révolutionner le monde de la science pour toujours. Nous confirmerions non seulement la théorie des univers parallèles, mais aussi la fameuse théorie des cordes. Cela pourrait expliquer tout ce qui se passe dans notre monde. En revanche, si cela se produisait, nous aurions encore plus de questions que nous n'en avions déjà. Comment ces deux univers sont-ils entrés en collision? Comment tout cela fonctionne-t-il? Jusqu'à présent, il ne s'agit que de suppositions. Nous ne pouvons pas affirmer que le cold spot est la trace laissée par la collision d'univers parallèles. Cette explosion est la plus brillante et la plus puissante de toute l'histoire de notre univers. Et c'est le début d'absolument tout. Un Big Bang qui s'est produit il y a 13,8 milliards d'années. Les particules élémentaires ont commencé à se répandre dans différentes directions et à se refroidir pour devenir de la matière. C'est le matériau de construction de l'univers futur. Toutes les galaxies, les trous noirs, les étoiles, les planètes, les astéroïdes et même toi et moi. Oui, nous avons tous été créés à partir du même ensemble de particules qui sont apparues lors du Big Bang. Avance rapide à 4,6 milliards d'années. Voici la nébuleuse qui est sur le point de devenir notre système solaire. Ce n'est qu'un nuage de poussière cosmique, de roches et de blocs de glace. Les ondes de choc des supernovas provenant de différentes directions autour de cet endroit commencent à pousser la matière vers un centre commun, tout comme les vagues de la mer. À un moment donné, toute cette matière commence à se rétrécir autour d'un centre de gravité pour devenir un rocher géant. Il attire de plus en plus d'autres débris à lui. Il exerce une pression si forte sur son propre centre que des réactions nucléaires s'y déclenchent. Un peu plus de pression et que la lumière soit. C'est ainsi que notre Soleil est né. Il y a 4,59 milliards d'années. C'est à ce moment-là que les premières planètes géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont formées. Elles sont entièrement composées de gaz et non pas de surface solide. Certains avancent l'hypothèse qu'il y avait une cinquième géante gazeuse, mais elle a été éjectée en dehors du système solaire.
Pendant encore 100 millions d'années, il y a une nébuleuse solaire, une jeune étoile brillante au centre et un tas de gaz et de poussière en forme de disque autour d'elle. Ce sont des restes de matière de la nébuleuse d'origine. C'est plutôt comme une soupe bouillonnante. Les ingrédients tourbillonnent autour du Soleil, remuant et se heurtant les uns aux autres. Ils forment le reste des planètes et des lunes de notre système solaire. Lorsque la poussière se dépose, nous pouvons voir Mercure, Vénus, la Terre, Mars, la ceinture d'astéroïdes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y a 4,5 milliards d'années, alors que la Terre n'est encore qu'un amas de roches et de lave rougeoyante, Théa apparaît à l'horizon. C'est une protoplanète de la taille de Mars. Elle s'est formée près de la Terre et vole maintenant vers elle. Théa se brise en morceaux et arrache un gros éclat de notre planète. De nombreux débris restent dans l'orbite de la Terre et commencent à se rassembler. C'est ainsi que la Lune est née. Il y a 4,1 à 3,8 milliards d'années, c'est la période du grand bombardement tardif. Les restes de débris qui ne sont pas devenus des planètes continuent de voyager dans le système solaire. Ils frappent les champs gravitationnels des planètes récemment nées et tombent sur elles. C'est à cause de cet événement que nous pouvons voir tant de cratères sur Mercure et la Lune. Les scientifiques ont trouvé les restes des plus anciens micro-organismes du monde. Ils sont âgés d'environ 3,8 milliards d'années. Ils sont donc nés à peu près au moment où le chaos des météorites en chute libre a pris fin. Le processus d'évolution a commencé. Il y a 3 milliards d'années, de forts vents solaires et de fréquents impacts de météorites sur Mars l'ont privé de son atmosphère. L'atmosphère protégeait Mars des radiations solaires et maintenant la vie ne peut plus y naître, bien que certains scientifiques affirment que Mars était autrefois habité. Il y a 2,5 milliards d'années, une catastrophe en rapport avec l'oxygène se produit sur la Terre. Certains organismes ont évolué pour se nourrir de l'énergie du Soleil et produire de l'oxygène. Notre atmosphère a commencé à s'en remplir, ce qui a emporté presque toutes les formes de vie préexistantes. Mais cela a ouvert la voie à de nouvelles. Il y a 100 millions d'années, l'une des lunes de Saturne a été détruite, soit par une collision avec un gros astéroïde, soit par la planète elle-même. Les débris de la Lune ont commencé à graviter rapidement autour de la planète, à entrer en collision les uns avec les autres et à se transformer en petites roches et en poussière. La plupart de ces débris étaient constitués de glace et ils continuent à tourner autour de Saturne à ce jour. Tu peux les voir sous forme d'anneaux près de la planète. Il y a 66 millions d'années, la Terre subit l'impact d'un astéroïde de la taille de Manhattan. Les ondes de choc de l'impact peuvent être vues depuis l'espace. Le nuage de cendres a ensuite complètement recouvert la Terre et bloqué les rayons du Soleil. À la suite de cet événement, la plupart des organismes vivants, y compris les dinosaures, ont cessé d'exister. Il y a 70 000 ans, regardons le bord du système solaire, il y a une zone d'astéroïdes et de blocs de glace, le nuage d'Oort, et il y a un système d'étoiles errantes doubles qui s'en approche. Il arrache les astéroïdes du nuage d'Oort et les projette dans notre direction comme une fronde. Heureusement, l'étoile est passée à côté du système solaire, mais a promis de revenir. Il y a 356 ans, c'est la date de la première découverte de la grande tache rouge sur Jupiter. C'est la source de vents violents sur la planète avec des vitesses comparables à celles des supercars les plus rapides. Cette tache est 30% plus grande que la planète Terre. Temps présent, le système solaire a exactement la même apparence aujourd'hui qu'il y a quelques milliards d'années, mais l'humanité a ajouté quelques nouveaux objets. Tu peux voir de nombreux satellites artificiels et une vaste station spatiale internationale. Même sur Mars, on trouve plusieurs rovers envoyés par les terriens. Maintenant, regardons vers l'avenir. Au cours des prochaines décennies, la Terre enverra régulièrement des vaisseaux spatiaux vers Mars. Tous les 2 ans, lorsque la distance entre les planètes est la plus courte, tu verras peut-être une flotte entière de vaisseaux foncer vers la planète rouge. Dans 100 000 ans, l'étoile errante revient dans le système solaire, elle perturbe à nouveau le nuage d'Oort et s'envole au loin. Dans 9 millions d'années, elle s'approchera à une distance record de 52 000 distances Terre-Soleil. Dans 10 millions d'années, la lune de Mars, Phobos, se rapproche régulièrement de la planète, à raison de 1,80 mètres tous les 100 ans. L'interaction gravitationnelle va d'abord la réduire en morceaux. Certains débris tomberont sur la planète rouge, d'autres resteront sur son orbite, sous la forme d'anneaux comme ceux de Saturne. L'avenir du système solaire dépend entièrement du Soleil. Tous les 1,1 milliard d'années, sa luminosité augmente de 10%. C'est parce qu'au fil du temps, il brûle de plus en plus d'hydrogène et devient plus chaud. Dans 1 milliard d'années, la température de la Terre deviendra si élevée que l'eau liquide n'existera plus. Les océans s'évaporeront.
créant un effet de serre qui réchauffera encore plus la Terre. L'existence de la vie ici deviendra impossible. À ce moment-là, nous voyons une flotte entière de vaisseaux voler vers Mars. Ce sont les derniers habitants de la Terre. En raison de l'augmentation de la luminosité et de la température du Soleil, sa zone habitable, cet endroit idéal pour la vie dans le système solaire, s'est éloigné de l'étoile. Mars est maintenant beaucoup plus chaude. La glace sous son sol est devenue liquide et s'est évaporée, créant un effet de serre. Désormais, les conditions sur Mars sont idéales pour les humains. Dans 3,5 milliards d'années, la Terre ressemble maintenant à la Vénus des temps modernes. Elle est remplie de paysages sans vie avec des volcans et des lits de rivières asséchés. Dans 7,7 milliards d'années, le noyau en fusion du Soleil déclenche des réactions nucléaires dans l'enveloppe extérieure. En conséquence, le Soleil commence à s'étendre et devient une géante rouge. La taille de l'étoile sera multipliée par 256. Elle avalera littéralement les planètes voisines, Mercure et Vénus. Pendant que le Soleil brûle intensément son carburant, il perd du poids et sa gravité s'affaiblit. Cela signifie qu'il ne maintient plus autant toutes les planètes ensemble et que leurs orbites s'étendent légèrement. Il y a donc une chance que la Terre reste intacte et qu'elle soit désormais la planète la plus proche du Soleil. Mars est devenue trop chaude pour les humains aussi, et nous allons effectuer une autre migration lointaine, cette fois-ci vers le satellite de Saturne. Titan, c'est le seul endroit de notre système solaire, en dehors de la Terre, où l'existence d'eau sous forme liquide ait été prouvée. Les conditions ici devraient maintenant être adaptées pour accueillir l'humanité. Lorsque le Soleil aura épuisé un peu plus de la moitié de son carburant, il commencera à rétrécir à nouveau pour atteindre une taille 11 fois plus grande qu'aujourd'hui. Mais 100 millions d'années plus tard, il redeviendra une géante rouge pour la dernière fois. Après 30 millions d'années supplémentaires, l'étoile commencera à éjecter de puissants vents solaires et de la matière stellaire. Il y aura alors une magnifique nébuleuse planétaire qui se compose de l'ancienne enveloppe extérieure du Soleil. L'étoile perdra la plupart de son poids, ce qui signifie qu'elle ne pourra plus maintenir les orbites des planètes. Le chaos commencera dans le système solaire. Certaines planètes quitteront les frontières de notre monde, d'autres entreront en collision les unes avec les autres. Certaines d'entre elles pourront rester ici, mais sur une orbite plus lointaine. Et pour finir, il ne restera plus qu'une naine blanche de la taille de la planète Terre au centre du système solaire. Le Soleil se refroidira progressivement jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. S'il reste encore des planètes, elles seront froides et sombres, incapables d'accueillir la moindre forme de vie. De sa naissance à sa fin, l'histoire complète du Soleil aura pris environ 12,4 milliards d'années. Quelque chose s'approche de la surface de la planète. Il s'agit d'une boule de feu qui se rapproche de plus en plus à une vitesse phénoménale. Bientôt, il devient évident que la collision est inévitable. Bam! L'impact laisse un énorme cratère. Il vaporise des milliers de kilomètres cubes de roches solides et il déclenche une série de terribles catastrophes naturelles. Oui, je sais ce que tu te dis. Tu crois que je parle de la collision cataclysmique qui s'est produite il y a environ 66 millions d'années sur Terre. Tu sais, celle qui est responsable de l'extinction de la plupart des dinosaures et des 3/4 des autres formes de vie du globe. Mais non, la catastrophe dont je parle s'est produite sur une autre planète. Les scientifiques pensent que notre prochaine voisine, Mars, a connu la même catastrophe que la Terre. Cela se serait passé il y a environ 3,4 milliards d'années. La collision d'un astéroïde pourrait ainsi avoir provoqué un méga tsunami sur la planète rouge, semblable à celui provoqué par l'impact de Chicxulub sur notre Terre. Les chercheurs ont identifié un cratère d'impact sur Mars qui a probablement été laissé par la collision d'une comète ou d'un astéroïde avec sa surface. Ce corps spatial s'est vraisemblablement écrasé dans un océan situé dans les basses terres du nord de la planète Mars. L'impact a été si puissant qu'il a provoqué un immense raz-de-marée. Avant les études les plus récentes, l'emplacement exact de ce cratère n'avait pas encore été vérifié. Il n'était que théorique. Pour le confirmer, une équipe d'astronomes a simulé l'impact d'une comète ou d'un astéroïde dans la zone où ils supposaient que se trouvait le cratère. Ils ont même baptisé celui-ci Pôle. Pôle mesure 109 km de diamètre et se trouve dans une région située à près de 120 mètres sous le niveau supposé de la mer. En tout état de cause, ces simulations ont généré plusieurs cratères de la même taille que Pôle. L'une de ces modélisations tend même à prouver que ce cratère aurait été laissé par un astéroïde de 8 km de large, qui aurait rencontré une forte résistance au sol.
Une autre simulation a montré que le cratère pourrait avoir été causé par un astéroïde un peu plus petit et qui aurait rencontré une résistance au sol plus faible. Mais d'après les deux schémas, le cratère d'impact aurait eu un diamètre de près de 112 km. Et le méga tsunami provoqué par la collision se serait propagé jusqu'à 1450 km du point d'impact. Ces simulations ont également aidé les scientifiques à estimer la hauteur du tsunami. Il mesurait environ 250 mètres de haut, soit presque autant que la Tour Eiffel. Les auteurs de cette étude suggèrent également que le cratère Paul pourrait être similaire au cratère d'impact de Chicxulub sur notre planète. La météorite de Chicxulub, telle que nous la connaissons aujourd'hui, proviendrait des confins du système solaire. Ce corps spatial mesurait au moins 10 km de diamètre et il s'est écrasé dans les eaux peu profondes de la péninsule du Yucatan. Cette collision a été si puissante qu'elle a laissé sa marque sur toute la surface de notre planète. En 2021, les chercheurs ont découvert que la collision avait causé des méga ondulations de la croûte terrestre dans l'actuelle région du centre de la Louisiane. Une étude encore plus récente suggère que l'astéroïde aurait également déclenché un tsunami si dévastateur qu'il a arraché des sédiments du plancher océanique jusqu'à l'autre bout du monde. L'équipe scientifique a reconstitué les événements des 10 premières minutes suivant l'impact. Ce modèle a montré que l'astéroïde avait produit des vagues jusqu'à 30 000 fois plus fortes que l'un des plus grands tsunamis jamais enregistrés, celui de l'océan Indien qui a frappé l'Indonésie en 2004. La collision a déplacé une telle quantité d'eau qu'elle a généré une vague de presque 2 km de haut. C'est comme 2 Burj Khalifa, soit la plus haute construction du monde, empilés l'un sur l'autre. Et bien sûr, tout cet espace vide n'est pas resté vide bien longtemps. L'océan s'est engouffré dans le cratère d'impact, mais ce faisant, il n'a fait que s'abattre sur ses rebords, ce qui a produit encore plus de vagues. Par la suite, des raz-de-marée de plus de 10 mètres de haut ont sillonné le monde à une vitesse d'1 mètre par seconde, frappant toutes les côtes sur leur passage. Imagine un immeuble de 3 étages qui se précipite sur toi. Il n'est pas étonnant que les vagues les plus importantes et les plus rapides se soient produites près de la zone d'impact, dans les eaux libres du golfe du Mexique. Celles-ci ont atteint une hauteur de plus de 100 mètres, soit davantage que la Statue de la Liberté, et se sont déplacées à une vitesse 10 fois supérieure à celle des vagues tsunami les plus éloignées. Mais revenons à la planète rouge. Certains experts pensent que ce n'est pas un, mais 2 méga-tsunamis qui auraient pu déchirer Mars. Ils pourraient avoir été déclenchés par 2 impacts de météorites qui se seraient produits à plusieurs millions d'années d'intervalle. Entre ces 2 collisions, Mars a connu une période de changement climatique, en conséquence de quoi l'eau liquide à sa surface s'est transformée en glace. En d'autres termes, le premier impact d'astéroïde a probablement entraîné des vagues d'eau liquide. Quant au second tsunami, il aura probablement été constitué d'éclats de glace. Par ailleurs, le plus gros astéroïde à avoir jamais percuté la Terre ne serait peut-être pas celui qui a mis fin à l'existence des dinosaures. Une collision beaucoup plus dévastatrice s'est probablement produite il y a environ 3,5 milliards d'années. De nouvelles preuves découvertes par les scientifiques dans le nord-ouest de l'Australie suggèrent que l'astéroïde dont nous parlons avait un diamètre de 20 à 30 km. Il aurait heurté la Terre à une vitesse phénoménale, libérant une inimaginable quantité d'énergie. Voilà qui prête à réflexion. Et si une chose pareille se produisait de nos jours ? Plus de 30 000 objets qui tournent autour de la Terre en ce moment même pourraient potentiellement s'écraser sur notre planète. La NASA considère qu'environ 1500 d'entre eux sont potentiellement dangereux. Ces roches spatiales sont les vestiges de la formation de notre système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Ainsi, en 2004, des astronomes ont découvert un énorme astéroïde qui s'approchait de la Terre. Les premières observations ont montré que le risque que cette roche spatiale heurte notre planète était inférieur à 3%. Cet astéroïde a été baptisé Apophis. Il mesure plus de 365 mètres de diamètre et pèse environ 20 millions de tonnes. Il devrait traverser notre ciel le 13 avril 2029. Apophis passera à une distance de 30 000 km de la surface terrestre. Mais même si ce caillou manque notre planète en 2029, cela ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas 15 ans plus tard, en 2036. Si un tel objet nous heurtait, les conséquences seraient imprévisibles.
Elle pourrait aller de l'explosion des fenêtres alentour à la disparition de la plupart des formes de vie terrestres. Ah, et ça détraquera probablement Internet. Oui, cette dernière pensée est vraiment effrayante. Mais fort heureusement, nos technologies modernes peuvent nous aider à éviter ces conséquences dramatiques. Les experts ont mis au point plusieurs moyens d'éviter qu'un scénario catastrophe ne se concrétise. Tout d'abord, nous pourrions utiliser un engin spatial pour faire dévier de sa trajectoire ce visiteur venu de l'espace. On pourrait aussi le faire exploser en 1000 morceaux. Les scientifiques pourraient également ralentir l'astéroïde à l'aide d'une concentration de lumière solaire. Enfin, on pourrait probablement l'éloigner à l'aide d'un tracteur gravitationnel. Il s'agit, dans la théorie, d'un engin spatial capable d'influer sur des objets spatiaux sans les toucher. Dans les films de science-fiction, il arrive souvent qu'un énorme astéroïde s'approche en douce de la Terre et se révèle être une très mauvaise surprise pour les astronomes. Il se précipite sur notre planète à une vitesse vertigineuse et n'est découvert que quelques semaines, voire quelques jours, avant la collision. En réalité, les scientifiques surveillent en permanence tous les objets massifs qui se trouvent dans le voisinage de la Terre. Cela signifie qu'il y a suffisamment de temps pour réagir avant que l'inévitable ne se produise. Il existe 3 types de missions que les scientifiques pourraient échafauder à court terme. Le type 0, un engin spatial lourd qui se précipite vers l'intrus avec un seul objectif, le faire dévier de sa trajectoire. Dans un pareil cas, les astronomes doivent s'appuyer sur les informations déjà disponibles. La mission de type 1 implique une sorte d'éclaireur. Il serait d'abord envoyé pour obtenir des informations plus précises sur cette roche spatiale. Ce n'est qu'ensuite que l'engin principal serait lancé. Avec des informations plus détaillées, son voyage n'en sera que plus fructueux. Si les scientifiques choisissent la mission de type 2, ils enverront simultanément un éclaireur et un petit engin spatial. Ce dernier dévierait légèrement l'astéroïde. Ah, quelle belle famille cosmique. Voici Mars. Je parie que tu l'as déjà rencontré. Ces 2 petits bonshommes sont Phobos et Deimos, les petites lunes de Mars. Mais il semble que Mars ne les traite pas comme il se doit. On pense que Phobos et Deimos sont des astéroïdes capturés. Toutefois, en raison de la gravité, Phobos se rapproche progressivement de Mars et l'on prévoit qu'il finira par être détruit par la gravité de la planète dans les 35 millions d'années à venir. Je ne serai plus là à cette période. J'imagine donc qu'il en résultera un anneau de débris autour de Mars, semblable aux anneaux de Saturne. Cependant, ce processus est un phénomène naturel et non pas un acte destructif de la part de Mars. Apparemment, Phobos est en train de se faire détruire par les forces gravitationnelles folles de la planète rouge. Mais ce n'est pas tout. La surface de Phobos est parcourue de sillons parallèles bizarres. On pensait que ces sillons étaient dus à la chute d'un astéroïde. Mais les scientifiques pensent aujourd'hui qu'ils résultent en fait de l'intense gravité de Mars, qui tire la Lune vers le bas. Voilà ce qu'on appelle un voyage mouvementé. Les scientifiques ont l'idée saugrenue que lorsqu'une petite lune, comme Phobos, se rapproche trop d'une grande, comme Mars, elle commence à s'étirer vers cette dernière. C'est ce qu'ils appellent la force de marée. On prévoit que Phobos s'étire tellement qu'il se désagrège. C'est fou, non? Et les débris de la Lune formeront un petit anneau autour de Mars, tout comme les anneaux de Saturne. Certains pensaient que les rayures tigrées de Phobos étaient dues aux forces de marée. Mais cette théorie a été écartée parce que la Lune est trop duveteuse. Mais aujourd'hui, ces chercheurs de génie ont effectué des simulations informatiques et ont découvert qu'il y a probablement une coquille dure sous tout ce duvet qui pourrait créer des sillons à la surface. Mais ne t'inquiète pas, au rythme où va Phobos, il s'écrasera sur Mars dans environ 40 millions d'années. Mais si les forces de marée le déchirent déjà, il pourrait ne pas durer aussi longtemps. Cependant, nous aurons encore l'occasion d'en apprendre davantage sur Phobos. La NASA vient de sélectionner 10 chercheurs de renom, originaires de tous les États-Unis, pour faire partie de l'équipe de travail scientifique de la mission MMX, Martian Moons Exploration de la JAXA, l'agence d'exploration aérospatiale japonaise. En tant que scientifiques participants soutenus par la NASA, ils aideront la JAXA à explorer les 2 lunes martiennes, Phobos et Deimos. Ils prévoient même d'atterrir sur Phobos et de prélever un échantillon de sa surface. Le lancement de la mission est prévu pour 2024 et nous mettrons la main sur cet échantillon en 2029. 7 des heureux chercheurs utiliseront les instruments de volume MMX pour mener leurs recherches. Phobos est une véritable bizarrerie. Il ne mesure que 27 km de large et orbite autour de Mars à une distance de 6000 km.
Pour être plus précis, c'est bien plus près que la Lune de la Terre, qui met 27 jours à tourner autour de nous. Mais Phobos est dans une spirale de mort vers Mars et tombe lentement vers la surface de la planète à une vitesse de 6 pieds tous les 100 ans. Mais il doit y avoir une raison pour que Mars agisse aussi méchamment, non? Et si c'était par simple vengeance? D'accord, imagine un peu. Mars s'occupe de ses affaires. Elle est chaude et humide comme une jeune Terre. Elle dispose d'un champ magnétique qui la protège des radiations cosmiques et maintient une atmosphère agréable et épaisse. La vie est belle. Mais voilà qu'au moins 20 astéroïdes, chacun de la taille d'un petit pays, viennent s'écraser sur Mars comme dans une gigantesque partie de whack-a-mole cosmique. L'un d'entre eux laisse même un cratère de près de 2000 miles de large. Imagine maintenant ce que doit ressentir Mars en ayant 2 astéroïdes pour Lune, et sachant ce que d'autres astéroïdes ont fait à la planète rouge. Tous ces impacts sont comme un coup de poing massif dans les entrailles de Mars, et son champ magnétique, déjà faible, est frappé de plein fouet. Le noyau surchauffe et ne peut plus circuler correctement, ce qui signifie qu'il n'y a plus de champ magnétique pour protéger la planète. C'est comme si tu ne portais rien à une profondeur équivalente à celle de la fosse des Mariannes. Si c'était possible, tu serais sans défense. Et frigorifié, c'est en gros CE qui est arrivé à Mars. La pauvre planète se retrouve donc dans le froid, sans protection contre tous ces méchants rayons cosmiques. C'est comme sortir sans crème solaire, ce n'est pas une bonne idée. Mais au moins, nous pouvons apprendre des erreurs de Mars et faire en sorte que la Terre ne subisse pas le même sort. Peut-être devrions-nous commencer à investir dans une assurance contre les astéroïdes. Mais croyez-moi, la planète rouge n'est pas du tout méchante. En fait, elle est plutôt amicale. Alors que Mars semble être assez dur envers Phobos, il y a une chose qui pourrait prospérer avec son aide. Une équipe de scientifiques a trouvé le moyen de faire pousser du riz sur Mars. Oui, tu as bien entendu. Ils ont utilisé le MMS. Pas le moyen dépassé d'envoyer des photos, mais un sol spécial appelé Morave Mars Simulant. Il est censé imiter le sol martien. Mais voilà le hic. Le sol martien contient des sels de perchlorate qui peuvent être toxiques pour les plantes. L'équipe a donc cultivé 3 types de riz, un normal et 2 modifiés par des mutations génétiques qui les rendent plus aptes à gérer le stress comme la sécheresse ou la salinité. Et devine quoi? Les souches mutantes ont pu s'enraciner dans un sol contenant 1 gramme de perchlorate par kilogramme. Bravo à la Terre martienne. Mais attends un peu. Le riz cultivé dans le MMS n'a pas donné d'aussi bons résultats que celui cultivé dans du terreau ordinaire. L'équipe a donc décidé de mélanger un quart du terreau avec le simulant martien, et voilà. Les plantes ont commencé à mieux se développer. Ces scientifiques ne pensent pas seulement à nourrir les martiens. Ils veulent aussi voir si leurs découvertes peuvent aider à cultiver des plantes dans des endroits de la Terre où la salinité est élevée. Le projet a démarré lorsque 2 chercheurs se sont rencontrés autour d'un café et ont décidé d'essayer de faire pousser des plantes ensemble. C'est bien, non? Mais si l'on veut cultiver du riz sur Mars, il faut faire venir des quantités folles d'eau de la Terre, car il n'est pas facile d'étancher la soif de cette plante. Tu as raison, il faut environ 1700 litres d'eau pour faire pousser une livre de riz. Mais devine quoi? Des scientifiques ont récemment fait une annonce révolutionnaire lors de la Lunar and Planetary Science Conference au Texas. Ils ont trouvé un glacier relique près de l'équateur de Mars. C'est exact, il y a de la glace d'eau sur Mars, même près de l'équateur. C'est une grande nouvelle qui pourrait signifier qu'il y a encore plus de glace juste sous la surface. Il ne s'agit pas de n'importe quel glacier, mais d'un glacier relique dont la longueur est estimée à 6 km et la largeur à 4 km. C'est la taille d'une petite ville. Il présente toutes les caractéristiques d'un glacier, y compris les champs de crevasses et les bandes de moraines. Mais attention, il ne s'agit pas de glace, mais d'un dépôt de sel qui s'est formé sur le glacier tout en préservant sa forme. Comment ce dépôt de sel s'est-il formé? Il se trouve que les matériaux volcaniques qui recouvrent la région pourraient y être pour quelque chose. Lorsque ces matériaux entrent en contact avec la glace d'eau, des sels de sulfate peuvent se former et s'accumuler pour former une couche dure et croûteuse. Au fil du temps, l'érosion a éliminé les matériaux volcaniques, exposant les sulfates et révélant les caractéristiques uniques du glacier. Ce glacier est jeune. Il date probablement de la période géologique amazonienne. Cela signifie qu'il y a eu de la glace à la surface de Mars dans un passé récent. Qui sait quels autres secrets glacés Mars cache? Mais attends un peu, il y a encore des recherches à faire. Les scientifiques doivent déterminer s'il y a encore de la glace d'eau préservée sous le dépôt de sel ou si elle a entièrement disparu.
Et s'il y a encore de la glace d'eau à faible profondeur près de l'équateur, cela pourrait avoir des implications majeures pour l'exploration humaine. Imagine que tu puisses extraire de l'eau du sol dans un endroit plus chaud. Cela changerait la donne. Voyons donc ce que ces scientifiques découvriront d'autre sur notre voisine rouge préférée. Peut-être qu'un jour, nous pourrons même visiter la statue du glacier de sel en personne. À la prochaine. Ah, la Terre, le 3e rocher en partant du Soleil, la planète bleue. Tu as compris. Son atmosphère est composée d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et d'1% d'argon, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, un équilibre agréable à respirer pour toute créature vivante. Le climat est également parfait pour l'existence de la vie, contrairement à des endroits comme Saturne, Mercure ou tout autre objet céleste de notre système solaire. C'est à la troposphère que nous devons tout cela. Il s'agit de la partie la plus dense de l'atmosphère de notre planète, d'une épaisseur de 8 à 14,5 km. C'est la couche de l'atmosphère qui affecte en permanence notre météo et qui assure les conditions nécessaires à la vie et à l'existence d'étendues d'eau. La Terre est tout simplement tranquille dans son orbite, à s'occuper de ses petites affaires en tournant autour du Soleil. Lorsque, bam, Vénus et Mars débarquent et gâchent la fête. Personne ne veut laisser cette pauvre Terre tranquille. Ces deux objets célestes relativement grands qui se déplacent vers la Terre entraîneront des conséquences désastreuses pour notre planète, à commencer par des changements dans la trajectoire de son orbite. Les orbites des planètes dans le système solaire doivent maintenir un bon équilibre, afin que rien ne se détraque. Ainsi, si un objet de grande taille s'approche de la Terre, il fera dévier notre trajectoire orbitale. Les planètes tourneront les unes autour des autres, ce qui provoquera de nombreuses catastrophes naturelles. Cela affectera également le rythme de notre rotation, ce qui pourrait potentiellement la ralentir. Les jours ne s'écouleront plus comme avant, mais s'étireront. Les animaux qui dépendent de la lumière du jour devront réajuster leurs horloges biologiques. Les animaux nocturnes, pour leur part, devront également trouver un moyen de faire face aux longues nuits. Les humains se sont assez bien adaptés au rythme de 24 heures par jour. Le temps lui-même n'est qu'un concept humain servant à mesurer les choses. Nous aurons du mal à dormir et à nous adapter à des journées plus longues. Les animaux marins dépendent du flux naturel des courants pour migrer dans les océans. Avec Mars et Vénus qui s'invitent à la fête, ils devront probablement aussi trouver de nouveaux chemins. Les oiseaux qui migrent vers d'autres terres au cours de l'année seront aussi désorientés et ne sauront pas quoi faire. De manière générale, la température de la Terre augmentera et d'énormes vagues de chaleur, ainsi que des changements climatiques permanents auront lieu. Cela nous amène au problème suivant, la chaleur. L'augmentation radicale de la température transformera tout en un désert aride. Ce sera l'été toute l'année, sauf si Vénus est dans les parages. La majeure partie de la planète sera asséchée et ne sera plus propice aux cultures. Vénus est chaude. Je veux dire vraiment chaude. Même si ce n'est pas la planète la plus proche du Soleil, c'est quand même la plus chaude. Les températures sur Vénus sont proches des 480 degrés Celsius, ce qui te ferait fondre comme un glaçon. Les terres de Vénus sont généralement plates, probablement en raison des températures. Il fait surtout chaud parce que son atmosphère est épaisse et emprisonne les gaz dangereux à l'intérieur. Si Vénus se rapproche de nous, elle invitera ces gaz dans notre atmosphère et la menacera. Mars, ou la planète rouge telle que nous la connaissons, est très froide. Elle pourrait rester ainsi si elle commence à tourner autour de nous. Elle abrite par ailleurs le plus grand volcan dormant de notre système solaire, qui fait passer le mont Everest pour un ridicule grain de beauté. Avec une si grande instabilité, il pourrait bien se réveiller un jour et cracher de la lave en fusion. Mars a une atmosphère très fine qui rend la planète glaciale. Sa gravité est assez similaire à la nôtre, mais elle est en fait très froide et possède des calottes glaciaires au niveau des pôles qui sont recouvertes de dioxyde de carbone. Il en va de même pour Mercure. On ne peut y rester que le temps de retenir sa respiration et seulement pendant la courte période de transition entre le lever et le coucher du Soleil. Les trois planètes en orbite les unes autour des autres finiront par entrer en collision. C'est juste une question de temps. Et la Lune, qui traîne comme une mouche dans le décor, sera si insignifiante en comparaison que quelque chose finira par la faire dévier de sa trajectoire, à moins qu'une autre planète ne la capture dans son orbite. Ou, dans le pire des cas, elle entrera en collision avec l'une des deux planètes intruses. La Terre connaîtra des raz-de-marée sans précédent. Les deux nouvelles planètes qui tournent autour de la Terre provoqueront un déséquilibre majeur, qui rendra notre gravité incontrôlable.
Chaque raz-de-marée sera plus grand que le précédent, lesquels finiront par recouvrir la terre ferme. De nombreuses petites îles éparpillées dans les océans seront complètement submergées. Les villes et autres villages côtiers deviendront l'habitat des poissons. Les pays plats, en général, auront besoin de bateaux pour s'y déplacer. Les barrages et les digues ne suffiront pas à empêcher l'eau d'entrer. Tout le monde devra migrer vers des terres plus élevées pour échapper aux inondations. Le climat étant de plus en plus chaud, les calottes polaires fondront comme de la crème glacée lors d'une journée d'été étouffante et contribueront à la montée des eaux. En quelques mois, l'Arctique tout entier sera complètement liquéfié. Mais attends, ce n'est que le début. La croûte terrestre s'usera en raison de l'instabilité de la surface de la Terre et des fluctuations de la gravité. Elle est probablement composée d'oxygène, ce qui signifie que nous marchons pratiquement sur l'air. Les tremblements de terre seront plus nombreux qu'auparavant et les volcans endormis sortiront de leur profond sommeil. Le ciel sera couvert de cendres, rendant les vols impossibles. Personne ne pourra plus voyager par la mer ou par les airs. L'importation et l'exportation ne seront plus qu'un lointain souvenir. Le climat général deviendra plus chaud comme sur Vénus. Les 3 planètes en orbite les unes autour des autres et leurs énormes masses pourraient même, sans le vouloir, inviter d'autres planètes et corps célestes à se joindre à leur fête. Et si Jupiter décidait de se joindre à elle ? Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Pour t'en donner une idée, la Terre serait comparable à un raisin si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket. Elle possède également la plus grande tempête que nous puissions observer. Il s'agit de la Grande Tache Rouge, un endroit 2 fois plus grand que la Terre, où des tempêtes semblables à des ouragans se produisent depuis des centaines d'années. Lorsque tu auras fini de regarder cette vidéo, tu peux t'attendre à ce que la tempête soit toujours là. Comme cette planète est énorme, la gravité doit y être assez forte. Elle a aussi beaucoup de lunes, dont certaines d'entre elles sont comparables à notre petite Terre. Il n'y aura plus le moindre espace libre parmi les planètes. Les lunes de Jupiter seront déviées de leur trajectoire et se heurteront à d'autres planètes alentour. Certaines de ces lunes pourraient entrer en collision les unes avec les autres, provoquant le déferlement d'énormes débris un peu partout. La gravité du groupe de planètes attirera des comètes qui entreront dans l'atmosphère et risqueront de s'écraser sur nous. Les niveaux d'oxygène s'épuiseront et l'effritement de la croûte terrestre se poursuivra. La couche d'ozone sera de nouveau percée, ce qui provoquera l'entrée dans notre atmosphère d'une grande quantité de lumière ultraviolette. Nous ne pourrons pas mettre le nez dehors trop longtemps sans équipement de protection ni réservoir d'oxygène. Notre civilisation changera radicalement. Nous vivrons tous dans des conteneurs abrités, qui fourniront un air pur et des rayons de soleil filtrés. Les abris seront suffisamment robustes pour résister aux fréquents tremblements de terre. Nous ferons pousser suffisamment de cultures pour subvenir à nos besoins, du moins jusqu'à ce que nous quittions la Terre. Comme ce n'est qu'une question de temps avant que les planètes n'entrent en collision, l'étape suivante consisterait à créer de grandes fusées pour nous faire quitter la Terre. Avec Mars, Vénus et Jupiter qui tournent près de nous, ce ne sera pas facile. Tous ces débris spatiaux nous empêcheront de sortir de la zone spatiale. Le seul endroit sûr en dehors de cette région sera à plusieurs millions de kilomètres, où il n'existe que des planètes isolées. Elles pourraient, ou non, réunir les conditions nécessaires pour accueillir la vie, mais les humains devront disposer de la technologie nécessaire pour atterrir sur n'importe quelle planète, pourvue d'une gravité similaire, et y construire les abris adéquats. Au final, Mars, Vénus, la Terre et Jupiter entreront en collision les unes avec les autres et se briseront comme des œufs, comme une grosse omelette spatiale, sans oublier les lunes qui s'écraseront et se briseront dans le mélange. Mais nous serons déjà loin, très loin d'ici là, enfin, avec un peu de chance. Les satellites électroniques deviennent soudainement incontrôlables. Il y a des surtensions dans le monde entier. Certaines zones subissent même un blackout total. Les scientifiques disposent de peu de données sur cet incroyable comportement solaire. C'est pourquoi nous ne sommes toujours pas en mesure de prédire avec précision quand et comment se produira la prochaine tempête géomagnétique. Un événement de ce genre a eu lieu en juillet 2012, mais heureusement, il a manqué la Terre de peu. Mais à seulement 9 jours près. Pour te donner un aperçu de ce qui a failli se passer, il nous faut présenter quelques notions d'astronomie. Une tempête solaire est une série d'effets que nous ressentons ici sur Terre après que certains événements se sont produits sur le Soleil. Notre étoile n'est rien d'autre qu'une énorme boule de gaz en fusion qui se déplace constamment. Donc ces événements se produisent plus souvent que tu ne le penses. Pour qu'une tempête solaire se déclenche, notre Soleil doit émettre des rafales d'énergie. Elle se présente sous la forme d'éruptions solaires et d'éjections de masse coronale.
Ces deux phénomènes envoient des charges électriques et des vagues de champs magnétiques vers la Terre à une vitesse stupéfiante d'environ 5 millions de kilomètres par heure. Lorsque ces tempêtes solaires atteignent notre planète, on peut voir des aurores boréales dans des endroits proches du cercle polaire. Mais elles peuvent aussi perturber les satellites ou d'autres types de communications électroniques. Certaines de ces tempêtes solaires peuvent être dangereuses, et en 2012, nous avons failli en subir une très puissante qui aurait pu avoir de graves conséquences. C'était même la plus puissante depuis plus de 150 ans, d'après les recherches effectuées par les astronomes. Mais comment avons-nous réussi à y échapper? Avons-nous fait quelque chose de particulier, ou bien était-ce qu'une pure coïncidence? Ce que nous savons, c'est qu'une de ces éjections de masse coronale a effectivement touché l'orbite de la Terre fin juillet 2012. Notre planète avait déjà quitté cet endroit précis alors qu'elle était sur sa trajectoire prévue autour du Soleil. Mais que se serait-il passé si elle ne nous avait pas manqué? Il s'avère que ces tempêtes solaires intenses sont dangereuses pour toutes sortes d'objets technologiques. Étant donné que nous sommes aujourd'hui littéralement entourés de gadgets, de nos smartphones à nos véhicules, imagine ce qui se passerait s'ils cessaient tous de fonctionner d'un coup. Voici comment les tempêtes solaires fonctionnent. Elles commencent par une explosion ou une éruption solaire. Ensuite, des rayons X et UV se déplacent vers notre Terre à la vitesse de la lumière. Les effets secondaires comprennent des pannes de radio et des erreurs de navigation GPS. Les effets peuvent se produire pendant un temps déterminé, car quelques minutes ou parfois quelques heures plus tard, des particules énergétiques atteignent notre atmosphère. Elles se déplacent à peine plus lentement que la vitesse de la lumière, mais elles peuvent choquer électriquement les satellites de la Terre et endommager leurs composants. Enfin, environ 24 heures plus tard, des nuages de plasma magnétisé nous atteignent également. Ils peuvent provoquer d'énormes pannes de courant, paralysant plus ou moins tout ce qui possède une connexion électrique. Il se peut même que nous ne puissions pas tirer la chasse d'eau de nos toilettes, puisque la plupart des réserves d'eau des villes utilisent des pompes électriques. Les effets de ces tempêtes géomagnétiques seraient toutefois différents en fonction des endroits du monde. Pourquoi? D'après des recherches récentes, la géologie a beaucoup à voir avec cela. Mais revenons un peu en arrière pour brosser un tableau plus vaste. Attache ta ceinture, car nous allons faire un voyage dans la machine à remonter le temps, à une époque où la Lune n'existait même pas encore. Il y a 4,6 milliards d'années, notre système solaire était très différent de ce qu'il est aujourd'hui, et c'est peu dire. Des centaines de nouvelles planètes ont commencé à se former autour du jeune Soleil. Des planètes comme notre propre Terre, Vénus ou Mars se déplaçaient encore dans le cosmos. Dans les années 1970, un astronome nommé Donald R. Davis a développé une théorie selon laquelle la Lune serait née lorsqu'une autre planète a heurté la Terre nouvellement formée il y a environ 4,5 milliards d'années. Il a également indiqué qu'elle aurait pu avoir la taille de Mars et il l'a nommée Theia. Il est difficile d'imaginer à quoi cet impact aurait pu ressembler, même avec l'équipement dont nous disposons de nos jours. Les astronomes ont suggéré l'hypothèse d'un impact géant pour tenter de reconstituer ce mystère. Après avoir heurté notre planète, les couches rocheuses extérieures de la Terre et de Theia ont été projetées dans un cercle de matière cosmique. De ces débris est né ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Le noyau de la Terre a apparemment consommé le noyau de fer de Theia, du moins s'il en avait un. Notre planète s'est également retrouvée dans la position qu'elle occupe aujourd'hui. Elle est ainsi devenue plus sensible aux tempêtes géomagnétiques. À l'époque, il y avait peu ou pas d'informations sur ce qui a pu arriver à Theia, à part nous offrir notre seul satellite naturel. Il a fallu plusieurs années à une série de scientifiques pour trouver une nouvelle idée passionnante qui a révolutionné ce que nous savions de notre planète. Ce qui a été oublié de Theia se cache sous 2 couches de roches de la taille d'un continent, au plus profond de notre planète. Cette théorie est aussi l'une des seules explications de la raison pour laquelle la Lune est si sèche et n'a pas vraiment de noyau de fer. Mais pourquoi la géologie est-elle si importante lorsqu'il s'agit de tempêtes géomagnétiques? Eh bien, parce que des données récentes ont révélé que le type de roche sous tes pieds peut affecter la façon dont ta région s'adapte après de puissantes tempêtes géomagnétiques. Certains types de roches, comme les roches sédimentaires par exemple, ont généralement plus d'espace rempli d'eau, ce qui les rend électriquement conductrices.
D'autres types de roches sont plus denses et présentent une plus grande résistance à l'électricité. Si une telle tempête se produit, les personnes vivant dans les Highlands de la Nouvelle-Angleterre risquent davantage de subir des perturbations majeures. À l'inverse, ceux de la plaine côtière centre-atlantique ont moins de raisons de s'inquiéter, simplement en raison de ce qui se cache sous leurs pieds. Comment avons-nous su à quel point ces tempêtes sont effrayantes ? Eh bien, ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Les tempêtes solaires attisent la curiosité de la communauté des astronomes depuis de nombreuses années maintenant. L'événement le plus emblématique de cette ampleur est l'événement de Carrington qui s'est produit en septembre 1859. Il nous a donné un aperçu de la puissance du Soleil. On l'a baptisé ainsi d'après un astronome anglais, Richard Carrington, qui a lui-même été témoin des éruptions solaires. La puissance de cette tempête solaire était quelque chose que les humains n'avaient jamais connu auparavant. La forte tempête géomagnétique a provoqué des aurores boréales à des latitudes aussi basses que le territoire d'Hawaï. Le matin du 1er septembre 1859, Richard Carrington s'est rendu dans son observatoire privé situé à l'extérieur de Londres. Il a ouvert le dôme de l'observatoire pour avoir une vue complète du ciel et a dirigé son télescope vers l'emplacement du Soleil. Il a vu un tas d'énormes taches sombres qui brillaient à la surface de notre étoile. Peu de temps après, Carrington a remarqué que deux zones énigmatiques, intensément brillantes et pleines de lumière blanche, jaillissaient des taches solaires. Elles ont disparu 5 minutes plus tard, mais les effets se sont poursuivis sur toute la surface de la Terre. Plus tard dans la nuit, les communications télégraphiques du monde entier ont commencé à dysfonctionner. Des éclairs de lumière ont commencé à jaillir des machines télégraphiques, perturbant les opérateurs et mettant même le feu aux feuilles de papier. Des aurores colorées ont commencé à apparaître dans le ciel nocturne du monde entier, faisant gazouiller les oiseaux en pleine nuit. Certaines personnes ont même commencé à vaquer à leurs activités quotidiennes, pensant à tort que la journée avait déjà commencé. De nos jours, notre planète est quadrillée d'une méga-toile d'informations, si bien que l'impact d'une telle tempête solaire serait encore plus chaotique. Dans les années 1800, le système télégraphique n'en était qu'à ses débuts, mais cet Internet victorien était un moyen important d'envoyer des nouvelles et des messages privés. Même aux États-Unis, les opérateurs télégraphiques avaient déjà remarqué des interruptions locales à cause des orages et des aurores boréales. Mais l'événement de Carrington et ses effets étaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. De nombreuses lignes télégraphiques en Amérique du Nord sont devenues inutilisables. Un responsable de télégraphe, basé à Pittsburgh, s'est même souvenu que les courants circulant dans les fils étaient si forts que leurs contacts en platine risquaient de fondre. Un autre exemple est celui d'un opérateur télégraphique situé à Washington DC, nommé Frederick W. Royce, qui a été blessé lorsque son front a touché un fil de terre. Les échantillons prélevés dans les endroits glacés de la Terre nous indiquent que l'événement de Carrington était 2 fois plus important que toute autre tempête solaire survenue au cours des 500 dernières années. Il est très difficile d'imaginer quel pourrait être l'impact d'une tempête de cette ampleur aujourd'hui. Mais d'après un rapport de 2008, rédigé par l'Académie nationale des sciences, elle pourrait coûter entre 1000 et 2000 milliards de dollars de dommages. Il y a cependant des choses que chacun de nous peut faire pour aider à réduire le montant des dommages, comme acheter un générateur ou installer une source d'énergie de secours. Il peut s'agir d'un panneau solaire ou d'une éolienne. Plus efficace encore, nous pouvons équiper nos maisons de protecteurs de surtension qui se connectent à nos panneaux électriques et peuvent nous sauver de la foudre et d'autres surtensions. Et la solution la plus simple de toutes, il suffit de débrancher tous les appareils non utilisés. S'ils ne sont pas connectés à une source d'alimentation, ils ne peuvent être affectés par aucune surtension. Bang! Un autre coup sur Jupiter. Voyons voir, une géante gazeuse, la plus grande planète du système solaire, 318 fois plus grande que la Terre, 2,5 fois plus grande que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Et un autre élément intéressant, si elle grossissait encore, elle deviendrait en fait plus petite. Avec plus de masse, la planète serait plus dense, ce qui la conduirait à se ramasser sur elle-même. Les scientifiques affirment que Jupiter pourrait avoir une masse 4 fois plus importante tout en gardant la même taille.
Il lui faut 10 heures pour faire une rotation complète sur son axe. C'est la planète qui tourne le plus vite dans notre système solaire. Et elle se fait heurter par de nombreux objets spatiaux en permanence. Ce phénomène a été découvert par des astronomes amateurs qui observaient Jupiter et ont vu un flash inhabituel à la surface de la planète. Les impacts provoquent des flashs comme celui-ci et pour une raison quelconque, Jupiter subit plus d'impacts que les autres planètes. En 1994, les astronomes ont découvert Shoemaker-Levy 9, une comète qui s'est brisée et est entrée en collision avec la géante gazeuse. La comète d'origine avait à peu près la taille de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures, mais elle s'est brisée en plus de 20 fragments qui ont assombri la surface de la planète et ce pendant des mois. 15 ans plus tard, en 2009, les astronomes ont vu une tache noire sur Jupiter de la taille de la Terre. C'était le résultat d'un astéroïde d'un diamètre de 200 à 500 mètres. Le plus gros astéroïde enregistré sur Terre a frappé la région de Tunguska en Russie en 1908. Cela a provoqué une explosion massive, même si personne n'a jamais trouvé de cratère. Alors pourquoi Jupiter est-elle la cible de tant d'objets spatiaux ? Les astéroïdes et les comètes qui passent près de la Terre et de Jupiter vont presque à la même vitesse. La densité numérique des objets spatiaux qui peuvent interagir est presque la même aussi. Mais la section transversale de ce qu'ils risquent de heurter est très différente. Jupiter a un diamètre 11 fois supérieur à celui de notre planète, ce qui signifie que sa section transversale est environ 125 fois supérieure. Plus une planète est massive, plus son attraction gravitationnelle est forte. Elle attire donc certains objets spatiaux à la dérive. Notre champ gravitationnel est plus faible que celui de Jupiter. Si un objet passe près de nous à une vitesse de 36 000 km ou moins, notre gravitation l'attirera. Or, les astéroïdes et les comètes se déplacent généralement à des vitesses bien plus importantes. Jupiter attire la plupart des comètes et des astéroïdes qui passent à proximité. Si notre planète était frappée par de tels objets aussi fréquemment que Jupiter, nous connaîtrions des extinctions comme celles des dinosaures des milliers de fois plus souvent. En 2020, les scientifiques ont découvert qu'il y avait un astéroïde inhabituel dans l'orbite de Vénus, le premier à s'y trouver. De la taille d'une petite montagne et riche en minéraux que nous pouvons trouver dans les profondeurs rocheuses de la Terre. Ils pensent même que cela pourrait être le signe d'un ensemble plus important d'astéroïdes, créés lors de la formation de notre système solaire. Ce n'est pas le seul mystère entourant Vénus. La planète a des vents d'une violence folle qui poussent les nuages et les tempêtes autour de la planète à des vitesses supérieures à 354 km/h. C'est 60 fois plus rapide que la rotation de Vénus elle-même. De plus, les scientifiques ne sont toujours pas sûrs de ce qui s'est passé avec ces océans. Ils pensent que puisque la planète est si proche du Soleil, l'eau s'est évaporée et s'est envolée dans l'atmosphère sous forme de vapeur. Cela a piégé la chaleur provenant du Soleil, une chaleur qui aurait vaporisé de plus en plus d'eau au fil du temps. Vénus avait probablement un environnement comme sur Terre, mais il y a très longtemps. Selon cette théorie, de nombreuses comètes et astéroïdes se sont écrasés sur Vénus. Des milliards de morceaux de la planète volaient tout autour. Certains ont même pu s'écraser sur la Lune de la Terre. Les morceaux qui ont percuté notre planète sont probablement enterrés très profondément, car notre activité géologique est plus importante que celle de la Lune. Uranus a aussi subi une collision, mais plus grave que celle des astéroïdes. Les autres planètes de notre système solaire ont pour la plupart un axe de rotation qui pointe en quelque sorte vers le haut du plan de l'écliptique. Or, Uranus est incliné, couché sur le côté. Une saison y dure donc 42 ans, lorsque son pôle sud ou son pôle nord est dirigé vers le Soleil. La plupart des planètes tournent également dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lorsque tu les regardes depuis le dessus de notre système solaire. Vénus fait le contraire, ce qui signifie qu'elle a peut-être été désaxée il y a longtemps. Uranus est peut-être entré en collision avec un autre corps spatial il y a des millions d'années. Lorsque notre système solaire était encore très jeune, les configurations orbitales de Saturne et de Jupiter se sont peut-être croisées. Leurs forces gravitationnelles ont en quelque sorte créé un élan orbital et l'ont transféré à Uranus, ce qui l'a désaxé. Des millions d'astéroïdes orbitent autour du Soleil, mais il n'y en a pas tant que ça qui passent près de la Terre de temps en temps. Il n'y a donc pas de corps spatiaux dangereux qui viennent vers nous. Il est prévu que nous visitions Mars dans les années 2030, et les scientifiques espèrent que Mars ne sera pas la cible de certains corps spatiaux plus gros. De nouveaux cratères se forment sur la planète rouge tous les jours ou tous les 2 jours. Ils peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres de large, ce qui signifie qu'ils ont pu être formés par des objets de la taille d'un ballon de foot. Comme l'atmosphère y est plus fine que la nôtre, les corps plus petits peuvent y pénétrer plus facilement. La majeure partie du nord martien est constituée de basses terres lisses.
Le sud est plus relevé, parsemé de cratères, et l'intérieur de la planète contient une quantité surprenante de métaux rares. Selon la théorie, c'est parce qu'un gros corps céleste est entré en collision avec Mars et a arraché une partie de sa moitié nord. Les débris de cet astéroïde ont fait le tour de la planète et se sont ensuite mélangés pour former 2 petites lunes qui orbitent autour de Mars. Nous avons aussi des roches martiennes sur Terre, trouvées dans le désert du Sahara, en Antarctique et dans d'autres endroits du globe. Certaines de ces roches contiennent du gaz qui est chimiquement le même que l'atmosphère de Mars. Les roches sont probablement issues d'une grosse explosion qui s'est produite lorsqu'un astéroïde ou un météore plus gros a été éjecté de Mars et a atterri sur notre planète. Mercure a aussi une atmosphère fine, si bien qu'elle subit beaucoup de petits impacts. Imagine que tu te réveilles, que tu ailles à ta fenêtre et que tu vois une pluie de micro-météores tous les matins. C'est ce qui se produit sur Mercure. Cet étrange phénomène météorologique façonne son atmosphère appelée exosphère. Mercure est si dense que son noyau de fer lourd représente les 2/3 de sa masse totale. Les scientifiques pensent qu'elle aurait pu être plus grande dans le passé, mais de nombreuses collisions ont fait disparaître sa surface. Elle a été constamment bombardée par des roches venues de l'espace qui ont laissé des traces sous forme de cratères. Les plaines à sa surface semblent avoir été creusées à cause de la lave volcanique qui s'est déversée et qui a ensuite lentement séché. De nombreux cratères sont remplis d'un tel matériau, ce qui signifie que quelque chose d'autre a secoué le monde de Mercure, les volcans. Un groupe inhabituel d'astéroïdes a été découvert près de Neptune. Leur taille varie, allant de grandes zones de la taille de métropole à de minuscules cailloux. On pense qu'ils viennent d'un groupe d'astéroïdes appelé la ceinture de Kuiper. Elle forme un anneau bien au-delà de Neptune. Mais ces nouveaux astéroïdes ont des couleurs différentes de ceux de la ceinture de Kuiper. Ils sont si loin du Soleil que leur surface était censée rester presque intacte. Mais ils ont une couleur similaire à des astéroïdes cuits par le Soleil autour de Jupiter. Comme le reste des planètes, Neptune reçoit la chaleur du Soleil. Mais il y a quelque chose de mystérieux à l'intérieur de la planète qui fait qu'elle génère plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Cela affecte son climat et Neptune a la météo la plus étrange de tout le système solaire. Des tempêtes massives, des vents d'une vitesse folle, des nuages de type cirrus qui changent constamment et rapidement. Il y a des taches sombres qui vont et viennent dans son atmosphère. Nous recevons 1000 fois plus de lumière solaire que Neptune. Les géantes gazeuses comme Saturne et Jupiter peuvent protéger notre planète des astéroïdes. Sans elles, les gros impacts qui ont créé suffisamment de débris pour former les lunes et d'autres planètes se produiraient plus souvent. Un énorme astéroïde se dirige actuellement vers Saturne et pourrait croiser au large de la Terre en 2031. Il est plus de 10 fois plus gros que l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures. Titan, l'une des lunes en orbite autour de Saturne, 80% plus massive que notre propre Lune, est en fait la seule lune de notre système solaire qui ait une atmosphère. Elle est 1,5 fois plus épaisse que la nôtre et se compose principalement d'azote comme notre atmosphère. Personne ne sait d'où vient tout cet azote. Cependant, contrairement à Saturne et à la plupart des autres endroits de notre système solaire, sa Lune a un réel potentiel pour accueillir la vie. Quelque chose se dirige vers notre planète et pourrait anéantir toute vie sur Terre. Il s'agit d'une aiguille ordinaire pesant environ 5 grammes. Tu te demandes probablement si le danger est bien réel. Est-ce qu'un objet si minuscule peut vraiment causer tant de dégâts? C'est difficile à dire parce qu'elle avance à la vitesse de la lumière et nous ne savons pas vraiment ce qui se passera quand elle frappera la Terre. Nous sommes totalement dans l'hypothétique et les questions qui se posent sont nombreuses. Voici la première. Qu'arriverait-il à une aiguille à coudre dans l'espace? Pourrait-elle réellement accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière? La réponse brève est non. Mais ce n'est pas si simple. Dans notre univers, rien de ce qui a une masse ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Pour qu'un objet, quel qu'il soit, accélère, il faut de l'énergie. Et comme il ne peut pas y avoir une quantité infinie d'énergie, une telle vitesse est impossible. Pour cet exercice de pensée, nous pouvons donc simplifier les choses. Disons que l'aiguille se déplace à 99,9% de la vitesse de la lumière. Cela fait à peu près 299 300 km par seconde, soit 1,08 milliard de km/h. À cette vitesse, le voyage de la Terre au Soleil prendrait environ 8 minutes. À titre de comparaison, la vitesse maximale d'une fusée Falcon Heavy est de 39 600 km/h et la voiture la plus rapide sur Terre est plus de 2 millions de fois plus lente que la vitesse de la lumière. La plus grosse roche qui ait jamais frappé notre planète est la météorite d'Oba. Elle pesait environ 60 tonnes. Elle est tombée sur Terre il y a environ 80 000 ans et a causé énormément de dégâts. Est-ce qu'un objet aussi petit que notre aiguille à coudre pourrait avoir le même effet? Bien sûr que oui.
C'est une question d'énergie. Les petites choses qui se déplacent à la vitesse de la lumière ont plus d'énergie que les grands objets qui se déplacent lentement. Ainsi, notre aiguille super rapide toucherait le sol avec beaucoup plus de force. Lors de son impact, toute l'énergie qu'elle contient provoquerait un énorme boom. Tout ce qui se trouverait à proximité se désintégrerait. Mais une explosion aussi importante pourrait-elle vraiment détruire toute notre planète? Comparons cela à la plus grande explosion que les humains aient jamais connue. Le nuage de débris qui a suivi cette explosion avait une hauteur de 64 km. On pouvait le voir à une distance de 160 km. Environ 50 mégatonnes de force explosive avaient été libérées dans l'atmosphère. L'énergie que notre aiguille dégagerait sous forme d'explosion serait d'environ 43 kilotonnes. C'est moins que ce que les humains peuvent causer eux-mêmes, mais cela pourrait quand même entraîner des dégâts considérables. Donc si tu entends aux infos que quelque chose se dirige vers la Terre à la vitesse de la lumière, tu auras certainement besoin de trouver un abri. Les humains pourraient-ils survivre à un tel impact? Ce serait plutôt effrayant. Un éclair de lumière éblouissant serait suivi d'une onde de choc d'une force incroyable. Les vitres de toutes les maisons dans un rayon de 4 km se briseraient. Les bâtiments les plus solides s'effondreraient. Toute cette énergie provenant de notre aiguille provoquerait de graves incendies jusqu'à 2,5 km de l'épicentre. Tout ce qui se trouverait à cet endroit serait, pour ainsi dire, atomisé. La situation serait un peu différente si l'aiguille se retrouvait dans l'océan. Tout comme pour une météorite, son impact provoquerait un énorme tsunami. Mais l'onde de choc n'affecterait pas les grandes villes et les gens ne seraient probablement pas blessés. Bien que si cela se produisait au large de la côte est des États-Unis, ce minuscule objet pourrait quand même provoquer une inondation à New York. Mais il pourrait se passer autre chose si une aiguille comme celle-ci entrait dans l'atmosphère terrestre. Comme elle se déplacerait à une vitesse proche de celle de la lumière, l'aiguille ne serait plus vraiment un objet solide, mais plutôt un groupe d'atomes volant les uns à côté des autres. Il est donc possible que l'aiguille traverse simplement notre planète comme elle traverserait un ballon. Cela se passerait très vite, en une fraction de seconde. Personne ne s'en rendrait compte et tout le monde continuerait sa vie. Mais voici la possibilité la plus incroyable. Et si l'aiguille touchait une personne? Eh bien, il y a une très petite chance que cela se produise, seulement 1 sur 1,6 million. Mais quelque chose de similaire s'est déjà produit au moins une fois, lorsque 2 hommes en Turquie se sont retrouvés sous une pluie de pierres en 1888. Mais revenons à notre aiguille qui va à la vitesse de la lumière. Si un corps humain absorbait complètement toute cette énergie au moment de l'impact, il se désintégrerait tout simplement. Mais il peut encore se passer autre chose. L'aiguille pourrait desserrer les liens entre les molécules et les atomes de ton corps et passer à travers eux sans te causer de douleur. Tu sentirais juste quelque chose comme une piqûre de moustique. Bien sûr, cela laisserait quand même sa marque. L'aiguille ferait un trou parfait dans ton corps. Mais tant qu'elle ne traverserait pas tes organes vitaux, tu n'aurais rien à craindre. En plus, tu pourrais te vanter de la chance extraordinaire que tu as eue. Une aiguille de l'espace tombant sur toi, c'est presque comme si tu gagnais au loto. Il semble donc qu'une aiguille se déplaçant à la vitesse de la lumière ne ferait pas tant de mal que ça. Elle pourrait creuser un grand cratère quelque part, mais dans l'ensemble, le monde continuerait de bien se porter. Mais que se passerait-il si quelque chose de beaucoup plus gros qu'une aiguille se dirigeait ainsi vers la Terre? En 2013, une grosse météorite est entrée dans l'atmosphère au-dessus de la Russie. Heureusement, elle s'est en grande partie consumée avant d'atteindre le sol. Mais le plus gros morceau ayant subsisté pesait un peu plus d'une demi-tonne. La météorite a explosé à environ 23 km au-dessus de la surface et a légèrement endommagé plus de 7000 bâtiments. Environ 1500 personnes ont été blessées, mais elle ne se déplaçait qu'à une vitesse d'environ 59 500 km/h. Que se serait-il passé si elle avait accéléré pour se rapprocher de la vitesse de la lumière? Un objet de cette taille, se déplaçant à une vitesse de près de 299 300 km par seconde, posséderait une énorme quantité d'énergie. Son impact anéantirait un continent entier. L'onde de choc serait d'une telle force qu'elle ferait le tour complet de la planète et détruirait absolument tout sur son passage. Le tsunami provoqué par l'explosion emporterait notre civilisation dans l'océan. Les humains ne survivraient que s'ils parvenaient à atteindre des abris souterrains très profonds. Mais une fois que toute la poussière serait retombée et que nous serions remontés à la surface, nous constaterions qu'il ne resterait plus rien de vivant sur Terre. La situation serait plus ou moins la même que lorsqu'un météore a vraisemblablement anéanti les dinosaures il y a des millions d'années. Il est vrai que cette météorite n'avançait pas aussi vite, mais elle était tout aussi grosse. Bien sûr, notre planète s'est remise de cet impact, et la vie est revenue.
En fait, il existe bien actuellement un objet qui se déplace dans notre système solaire et qui pourrait détruire la moitié de la Terre. La comète de Halley. Elle pèse environ 220 milliards de tonnes. Ça fait beaucoup de zéros. Par ailleurs, cette comète s'est déjà suffisamment approchée de nous pour que nous puissions la voir au moins 30 fois. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était en 1986. Mais nous aurons l'occasion de la revoir dans un avenir pas trop lointain. Sa prochaine apparition est prévue pour juillet 2061. Si un objet comme la comète de Halley heurtait la Terre, cela changerait complètement la forme de notre planète. L'explosion formerait un cratère de la taille de l'Eurasie. Après un tel impact, la Terre ne serait plus jamais la même. À présent, parlons de quelque chose d'un peu plus réel, même si c'est sérieusement bizarre. Y a-t-il quelque chose dans l'univers qui puisse se déplacer à la vitesse de la lumière ? Eh bien, presque. Les scientifiques ont découvert que certaines galaxies superactives peuvent cracher des boules de gaz chaudes de la taille de Jupiter. Ces galaxies sont appelées des blazars. En étudiant ces boules, les scientifiques ont été très surpris parce qu'ils ont découvert qu'elles se déplaçaient à environ 99,9% de la vitesse de la lumière. Pour accélérer quelque chose d'aussi gros qu'une boule de bowling jusqu'à cette vitesse, il faudrait toute l'énergie produite sur Terre pendant une semaine entière. Alors imagine combien d'énergie il te faudrait pour lancer un objet de la taille de Jupiter dans l'espace. Il y a de fortes chances que ces boules reçoivent toute cette énergie de trous noirs supermassifs présents à l'intérieur des blazars. Un trou noir absorbe des tonnes de particules, mais en accélère aussi d'autres et les pousse dans l'espace.